Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon sur 99.5 et également sur le www.radioshalombesançon.com. Très heureux vraiment d'être avec vous ce soir. On va parler de toute l'actualité du FCSM, forcément avec Frédéric Chevassu du site allesochaux.com, coach sur EDA, Frédéric Fitch qui vous répond ce soir en standard. Ce soir, nous allons revenir bien sûr sur cet avant-match face à Brest. Bonsoir à toi mon cher Frédéric. Bonsoir Guillaume, bonsoir à toutes et à tous. Au programme, nous revenons donc sur cet avant-match face au Stade Brestois pour revenir sur cette affiche. Votre invité ce soir est l'entraîneur brestois Alex Dupont. Selon vous, les Jaunets Bleus vont-ils bonifier leur victoire face à Laval du week-end dernier ce vendredi face à Brest? On attend vos réactions à l'antenne au 03 81 50 67 51. À 18h30, coach sur EDA vous donne sa tactique pour battre cette équipe brestoise. Il vous présente son dernier ouvrage aux éditions Solar et coécrit avec Stéphane Bitton, votre deuxième invité, et Antoine Greenbaum de chez nos confrères de Sud Radio. Club Sport vous donne toute l'actualité du football mondial tel que le programme du championnat de France de Ligue 1, de Ligue 2, mais aussi la Ligue des Champions ou encore le cas Karim Benzema avec l'équipe de France. Rappelons que vous pourrez agir à l'antenne en nous appelant dès maintenant au 03 81 50 67 51. Club Sport avec Alex Dupont, l'entraîneur du Stade Brestois, et Antoine Greenbaum de chez nos confrères de Sud Radio commence maintenant. Et allez Frédéric, on commence avec comme à son habitude pendant ce temps qu'on nous appelle au 03 81 50 67 51 avec notamment l'actualité région. Qu'est-ce qu'il faut retenir de l'actu région, Frédéric? Allez, on va commencer par le championnat du national. Ce sera la 28e journée ce vendredi 15 avril à partir de 20h. Les hommes de Maurice Goldman, c'est-à-dire l'ASM Belfort, se déplacera du côté de Châteauroux pour affronter la Berrichonne de Châteauroux. On espère une victoire des hommes de Maurice Goldman qui reste sur une défaite à Serzian face à Boulogne de buts à 1. Allez, en championnat de CFA, ce sera la 25e journée, donc ce samedi 16 avril à partir de 16h, Jura Sud Foot se déplacera du côté de l'AJ-Auxerre pour affronter la réserve auxerroise. À noter que le samedi 16 avril également à 18h, la réserve du FC Sochaux-Montbéliard se déplacera du côté de la Bourgogne pour affronter Monceau, le FC Monceau. Et à la même heure, à 18h également, Mulhouse recevra Saint-Louis-Neuweg. Allez, on passe au championnat de CFA2 dans le groupe E. Ce sera la 21e journée. Donc ce samedi 16 avril à partir de 18h, Pontarlier recevra les Forgerons de Guignon. Alors qu'à la même heure à 18h, le Besançon Football Club recevra Bourgoin-Jallieu. Ça sera donc au stade Léo Lagrange à Besançon. Et ce samedi 16 avril à 18h, le Racing Besançon, lui, sera en déplacement du côté de Cournon, où je crois qu'un déplacement est prévu. Donc, pour vous renseigner, peut-être que Frédéric Fitch nous en dira plus. Vous allez sur le site du Racing et vous aurez sans doute quelques renseignements. Allez, on va parler un peu de la DH, parce qu'on parle souvent de la LR2. On va dire un petit mot aussi sur de la DH. Ça sera la 16e journée. Donc, ce samedi 16 avril, Belfort Sud recevra Brest-Jura Foot. À 20h, le PSB recevra Baume-les-Dames. Grand Villard se déplacera du côté de Champagnole ce samedi 16 avril à 20h également. Et à partir de dimanche 17 avril, à partir de 15h, Saint-Vite recevra l'ASM Belfort, l'équipe réserve de l'ASM Belfort. Ce 17 avril également à 15h, Pontarlier recevra Planoise Saint-Ferjeux. Et à partir de 15h également ce dimanche 17 avril, Jura Sud Foot recevra Ornans. Alors que Roche-Nouvillard à 15h ce dimanche se déplacera du côté de Pont-de-Roide vers Mondo. Alors juste un petit point sur le classement pour le moment dans ce championnat de DH. Pontarlier est en tête avec 57 points. Ornans est second avec 52 points. L'ASM Belfort est troisième avec 49 points. Et en bas de classement, le 12e c'est Jura Sud Foot avec 35 points. Planoise Saint-Ferjeux est 13e avec 28 points. Et Belfort Sud est 14e avec 24 points. Un petit mot sur la LR2, ce sera la 12e journée, ce samedi 16 avril à 20h. L'Île-sur-le-Doubs recevra Châtenois. À la même heure à 20h, le Clémenceau-Besançon, qui est leader pour le moment, recevra l'équipe de Bar. Ce 17 avril, donc dimanche 17 avril à partir de 15h, Vesoul FC, qui est actuellement 3e, se déplacera du côté d'Héricourt. Et ce dimanche 17 avril à la même heure à 15h, Beaucourt recevra Exincourt-Taillecourt. Et 17 avril à la même heure à 15h, l'US Sochaux qui est actuellement 2e recevra Méziré-Fèche. Et ce 17 avril à 15h, on termine avec Lure qui se déplacera du côté d'Audincourt.
Alors un petit point sur le classement, savoir que le Clémenceau Besançon est premier avec 48 points, l'US Sochaux est second 45 points et le Vesoul FC est troisième avec 45 points. Alors en bas de classement, le 10e c'est Héricourt avec 24 points, le 11e Exincourt-Taillecourt avec 23 points et Lure 12e avec 22 points. Allez, un petit mot sur le handball. Parce qu'il n'y aura pas de LFH chez les filles cette semaine. On passe à la Nationale 1F, ce sera la 18e journée. Alors ce dimanche 17 avril, on va déjà commencer par ce samedi 16 avril à 20h. L'AS Palentorchamps recevra Hackenheim Truxtersheim handball. Bon, c'est pas facile à prononcer, j'espère que vous avez tous bien compris. Ce dimanche 17 avril à partir de 14h, le cercle sportif vésulien se rendra du côté de Metz pour affronter la réserve de Metz. Allez, on passe aux garçons cette fois-ci en Pro D2, ce sera la 22e journée. Donc ce vendredi 15 avril à partir de 20h30, le Grand Besançon Doux Handball recevra l'USM Ponto-Combo, ce sera au Palais des Sports. Donc ce vendredi à partir de 20h30, donc soyez-y nombreuses et nombreux pour soutenir le GBDH. En National 1 masculine, ce sera la 18e journée. Ce samedi 16 avril, à partir de 20h15, le Beau-Aubin Belfort recevra Tremblay en France. Allez, un petit mot de basket également. Ce sera la 23e journée. En National 2, le Bezac recevra ce samedi 16 avril à partir de 20h Lille Métropole Basket. Un petit mot justement pour le basket, pour vous dire qu'il y a une alliance entre le Bezac et le Besançon Basket Comté ont trouvé un terrain d'entente pour travailler main dans la main la saison prochaine. Donc il faut rappeler que les deux clubs bisontins qui à eux deux représentent plus de 750 licenciés, c'est-à-dire 423 pour le Bezac et pour le Besançon Basket Club c'est 333. Donc ils ont officialisé un rapprochement. Ce sera une coopération territoriale de clubs. Donc c'est une méthode qui est autorisée et surtout préconisée par la Fédération française de basketball. Alors, comme nous le rappelle François Lécuyer, l'un des coprésidents du Bezac, c'est un projet de longue date, ça fait 5 ans qu'on y travaille. Donc, les intérêts sportifs priment sur les intérêts individuels. Sportivement, ça va beaucoup nous apporter d'avoir le Bezac à nos côtés, admet Thomas Gélis, le président aussi également du BBC. Qui avoue aussi, la ville nous incite à nous rapprocher à partir du moment où il y a une équipe de National 2, donc Bezac. Elle ne voulait pas aider une équipe de National 3, donc le BBC promu. Mais je suis enthousiaste à l'idée de voir des équipes de N2 et N3 évoluer sous le même maillot. Alors il est certain que des choses vont exister désormais entre les deux clubs. Rien n'opposera par contre à ce qu'un licencié du Bezac joue en National 3 ou à l'inverse, un joueur du BBC évolue en National 2. Alors le projet ne concernera pas toutes les équipes, seulement celles composant la vitrine, on peut dire ça comme ça, des deux clubs, la National 2, National 3, les U20, les U17 et peut-être les U15 qui seront des inter-équipes qui pourraient évoluer sous différents noms, peut-être sous le nom de Grand Besançon ou Grand Besançon 25. C'est à choisir. Alors en revanche, rien n'empêchera dans certaines catégories d'assister encore à des derbys bisontins puisque les autres équipes continueront sans doute d'exister en nom propre. C'est un rapprochement entre les deux clubs de basket. Voilà, Guillaume, ce sera tout pour les infos région. Merci à toi, mon cher Frédéric. En tous les cas, on fait un petit peu des tests. J'espère que vous nous entendez bien. Voilà, c'est un petit peu, c'est un peu assez compliqué ce soir. On essaye tant bien que mal de tout résoudre, tous les soucis, forcément, qu'on nous entende bien et surtout que l'insert téléphonique, effectivement, parce que vous le savez, quand on nous appelle, il faut bien, on décroche pas le téléphone puis on vous parle au téléphone. Forcément bien, sinon Frédéric Chassu, il ne pourrait pas entendre ce que vous dites et puis vous ne pourriez pas entendre également ce qu'on dit et les sons qu'on passe à l'antenne. On va bien sûr accueillir Bernard de la Haute-Saône et il est avec vous dans une seconde. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon sur 99.5 et sur la toile le www.radioshalombesançon.com. On accueille sans plus attendre Bernard. Bonsoir à vous Bernard. Allô Bernard, est-ce que vous nous entendez? Alors, est-ce qu'il nous entend Bernard? Alors attendez, on va essayer de voir. Bernard, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous nous entendez Bernard? Nous, on ne vous entend pas. Alors attendez, on va bien sûr recommencer. Bernard, est-ce que vous nous entendez? Allô Bernard, est-ce que vous êtes là? Et apparemment Bernard n'est pas là. C'est pas...
Ah, ben ça y est, vous êtes là, Bernard. Allô, allô? Vous nous entendez, Bernard? Allô, allô? Bernard, est-ce que vous nous entendez? Allô, allô, Bernard, est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il est là, Bernard? Non, apparemment non, il n'est peut-être pas là. On fait des essais en même temps. Est-ce que vous êtes là, Bernard? Allô, allô? Non, toujours pas. Avec Guy Lux et Léon Zitrone. C'est ça, en fait, c'est ça. Allô, allô, je ne vous entends pas. Allô, allô, Léon Zitrone. On va essayer de voir ce qui se passe en tous les cas. Effectivement, vous allez le reprendre, Frédéric Fitch, et on va régler tant bien que mal ça, Frédéric. Ça c'est compliqué. Moi, j'espère qu'on va y arriver. On va appeler un technicien parce qu'on a deux invités coup sur coup. Je voudrais pas que ça nous plante. C'est très important. Frédéric, pendant ce temps qu'on voit comment ça se passe et que Bernard nous rappelle dans quelques instants, on va parler de l'actualité du FC Sochaux-Montbéliard. Forcément, on va revenir sur le match aller, parce que forcément, il y a eu un match aller au début. Et le match aller, c'était passé quoi? Il y avait eu un but à 0 pour l'équipe brestoise. C'était Youssef Hannan qui avait marqué ce but. L'unique but d'ailleurs de la rencontre, il avait été marqué très très tôt, effectivement, à la 5e minute de jeu. Alors Alex Dupont, qu'on va avoir dans quelques minutes sur Radio Shalom Besançon, qui va parler de cet avant-match, lui avait aligné l'équipe de tel. Il y avait Hartok dans les buts, Fallet était capitaine, Keita, Lorenzi, Thiebi, Doumbia, Batokyo était là effectivement, Perez, Koumemha, Joseph Monrose et puis Youssef Hannan, le buteur, était titularisé. Du côté d'Albert Cartier, Albert Cartier lui avait Camara dans les buts puisque Olivier Warner était blessé. Ongene, Fossurier, Gibaud, Teke capitaine, Colasso, bien entendu, Marco Ilamara Itra, Jean de Fuchs, Thomas Gerber, Florian Martin, Karl Toko et Cambi également étaient de la partie. Frédéric, il va falloir en tirer les enseignements de ce match aller, faire très attention dès les premières minutes et puis imposer notre jeu. On verra ce que va nous dire tout à l'heure coach Sureda, mais Frédéric, il va falloir qu'on impose notre jeu. Oui, il va falloir surtout bonifier la dernière victoire du FCSM du côté du Stade Lavallois. On a assisté pas forcément un grand match, on le sait, cette saison c'est compliqué pour le FC Sochaux-Montbéliard. Mais on a assisté à un match solide, cette équipe sochalienne, et surtout qui a été efficace. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas été efficace dans un match. Donc là, on a été sur cette rencontre, donc il va falloir le bonifier dès ce vendredi face au Stade brestois. Donc on en parlera un peu plus tout à l'heure avec Alex Dupont, l'entraîneur de cette équipe brestoise, qui devrait s'en aller en fin de saison. Donc on va voir ce qu'il va nous dire exactement, mais ça va être un match pas facile parce qu'une équipe du Stade brestois qui va arriver sans aucune pression, puisque elle n'est ni en lutte pour la montée, alors qu'en début de saison le projet était tout de même de monter en Ligue 1, mais elle a fait quelques matchs où elle a perdu des points importants. Donc elle va venir sans pression parce que le maintien pour elle a été acquis lors de la 29e journée contre Créteil, suite à la victoire face au club cristolien. Donc ils vont arriver tranquillement, mais pas forcément en dilettante, parce que on en parlera avec Alex Dupont, mais cette équipe veut aller le plus loin possible, justement pour préparer la saison future. On va en parler avec lui, mais de nombreux jeunes joueurs sont inclus, parce qu'il faut rappeler qu'en Coupe Gambardella, cette équipe de Brest est toujours en demi-finale. Elle sera opposée à l'AS Monaco le dimanche 24 avril. Donc il y a des jeunes comme Robin Lenormand qui devrait être titulaire normalement vendredi, tout d'abord dans le groupe. Ensuite on a des joueurs comme Henri, comme Jacob qui eux arrivent de Gambardella, sont des jeunes joueurs qu'Alex Dupont intègre tout doucement, parce qu'il le mérite forcément. Donc oui, un match sans pression du côté de Brest. Par contre du côté de Sochaux, il va falloir obtenir un résultat. Il faut 3 points justement pour se rapprocher de la zone des 40 points, les points dans lesquels le maintien devrait être acquis pour Sochaux, et puis surtout pour se mettre dans une bonne dynamique avant de recevoir l'Olympique de Marseille ce mercredi, qui devrait être la cerise sur le gâteau pour la saison, on va dire, compliquée du FCSM. Mais il faut que les joueurs surtout soient concentrés sur vendredi et non pas déjà avoir la tête à la Coupe de France, parce que la Coupe de France c'est mercredi, mais le plus important c'est ce match de vendredi en championnat où il va falloir bonifier la dernière victoire, et il faut absolument ces 3 points pour qu'on soit tranquille avant le match de Brest et avant d'aller au stade Marcel Picot à Nancy.
Effectivement, hein, Frédéric, il va falloir ne pas s'endormir, ne pas se dire qu'on a gagné contre Laval, et puis ensuite complètement lâcher prise. Effectivement, voilà, Frédéric, je vais te laisser répondre le téléphone en espérant que ceci fonctionne. On va tant bien que mal faire des essais. Forcément, on a très envie de vous avoir. Vous le savez. On va essayer de faire un essai. Frédéric Chevassu, on va essayer de faire un essai. J'espère que ça va le faire. Alors, on va voir si ça fonctionne. Allô, allô. Allô? Magnifique, ça fonctionne, magnifique. Bonsoir Quentin, comment ça va? Ça va et toi? Mais parfaitement bien, ami Quentin, on est très heureux. Bon ben ça fonctionne. Alors on dit tout aux auditeurs parce que voilà, on cache rien. On règle, c'est tout du nouveau matériel ici à Radio Shalom Besançon, donc on teste le matos et ça ne fonctionnait pas tout à l'heure. Et grâce à toi Quentin, ça fonctionne. Il suffit de presser sur un bouton et tout fonctionne, magnifique. Alors. Je vous ai porté chance. Mais complètement, j'espère que tu porteras chance demain au Stade Bonal pour le match face au Brestois. Quentin, on va revenir sur le match quand même avant, le match de Laval. Voilà, il y a eu les 3 points, on se rappelle du scénario, penalty arrêté par Olivier Werner, dans les premiers instants, Werner fait des arrêts exceptionnels coup sur coup, enfin magique, ils auraient pu mener 2-0, hein, les Lavallois en même pas 10 minutes de jeu. Victoire 2-1 du FCSM, Moussa Sao qui rentre, qui marque au bout de 10 minutes après son entrée, ça c'est fantastique aussi. Il va falloir bonifier ces 3 points vendredi, Quentin, face à Brest. Hein. Oui, ça va être un match, je pense, à peine plus compliqué, face à une équipe de Brest qui est un peu plus joueuse. C'est une équipe qui est complètement différente, je pense, de Laval. Mais je pense qu'on va gagner ce match parce que ça nous réussit quand même les équipes qui jouent au ballon en Ligue 2, voire même en Ligue 1 en Coupe de France. Oui. Donc je suis assez confiant. Puis pour revenir au match de Laval, je pense que sur ce match-là, on avait vraiment le sentiment que rien pouvait nous arriver. Frédéric, une réaction à ce que vient de dire Quentin? Bah après, je sais pas si rien pouvait nous arriver parce que comme on n'a pas eu trop de chance cette saison, ça pouvait tourner en notre défaveur. Mais c'est vrai qu'on avait un Olivier Werner énorme dans les cages. Hein. Au bout de 3 minutes, il fait déjà un double arrêt. Donc ça refroidit déjà les ardeurs à la Lavalloise. Ensuite, il arrête le penalty. Donc c'est sûr que... Bon, après, il fait un très bon match, Werner, mais le penalty est quand même très mal tiré. Il est mal tiré, mais il faut quand même l'arrêter. Oui, donc après, il fait un très bel arrêt, donc c'est ce qu'il faut. Surtout l'arrêt, le double arrêt, à un moment donné, là, qui réalise. Oui, puis je crois que c'est avant le penalty qu'il y a déjà oui, un double arrêt. Ça. Ouais, le double arrêt, c'est au bout de la 3e minute de jeu. Donc au tout début de match, là, c'est déjà exceptionnel. Là, par contre, c'est vraiment l'arrêt, je pense, déterminant. Bah, c'est surtout qu'il permet à Sochaux de rester dans le match. Parce que si tu prends déjà un but au bout de 3 minutes, là, ça devient très compliqué, surtout qu'on joue à l'extérieur. Donc là, il permet à Sochaux de rester dans le match. Et puis ensuite, il était très bon. Ensuite, il faut dire aussi que Jérôme Guéné n'était pas en défense centrale. Ensuite, à 75e minute de jeu, on perd Adolphe Tekieu. Donc il faut compenser. Non, j'ai vu une équipe solidaire. Et surtout combative, quand même, vraiment. Et surtout par rapport au penalty, parce qu'il en a déjà arrêté 3 cette saison, hein, Olivier Werner. Par rapport au penalty qu'il avait arrêté à Sochaux, je me rappelle que les joueurs à la fin, quand il a arrêté le penalty, n'étaient pas venus même lui taper dans la main. Et là, par contre, tous les joueurs sont venus. Donc déjà, ça prouve qu'il y a déjà un autre état d'esprit. Et puis d'autres maintenant, valeurs, d'autres. Ah oui, on sent qu'il y a. Donc, oui, je pense qu'on sent qu'il y a une bonne dynamique qui se dégage de ce groupe. Et quelque part, sortir de la zone de relégation, c'est symbolique aussi. Ça fait quand même du bien. Bien sûr. Même si rien n'est encore joué et encore beaucoup à faire. Mais je pense que c'est très fort, c'est symbolique. C'est important, quelque part, ça fait du bien à tout le monde. C'est un ouf de soulagement. Bah oui, puis la différence, c'est que maintenant, on a notre avenir entre nos pieds. On n'est pas obligé de regarder ce que font les autres. Maintenant, on a notre avenir. Si on gagne ce vendredi, on est quasiment... le maintien serait désormais quasiment acquis pour moi. Après, il manquerait que quelques points pour arriver à cette fameuse barre des 40 points. Mais déjà, on se mettrait dans une toute autre dynamique, justement, avant de recevoir Marseille. Bon, maintenant, il ne faut pas que les joueurs se projettent déjà sur le match de Marseille. Il y a déjà le match de Brest. Et après, à 22h, vendredi soir à 22h, si on gagne ce match, là, ils pourront se projeter sur le match de Marseille. Un match nul contre Brest. Il faut une victoire. Il faut une victoire, mais je pense qu'on fera un match nul. Après, je pense qu'on aura un match de Coupe de France très compliqué contre Marseille. Mais je pense qu'on passera contre Marseille, mais sur le fil. Oui, parce que je pense que ça va être compliqué contre Brest, ça va être une équipe joueuse. Je pense qu'on verra un beau match contre Brest vendredi. Oui, il va falloir faire attention à cette équipe, notamment de Brest, hein, qui n'a peut-être plus grand-chose à jouer, qui est tout proche de se maintenir, mais elle va quand même pas venir là. Elle est déjà maintenue, elle n'a plus rien à jouer en fait.
Elle n'a plus rien à jouer, ni en bas, ni Oui, en haut. c'est pas de maintien que je voulais parler. C'est au niveau de la montée. Elle ne pouvait plus monter, donc elle a plus grand chose à jouer. Mais attention à ces équipes qui n'ont plus vraiment grand chose à jouer parce qu'il y a quand même des places, il y a quand même, voilà, synonyme un petit peu comme d'argent. Il y a une enveloppe quand même où on se situe. Il n'y a pas grand-chose en Ligue 2. Il n'y a pas grand chose en Ligue 2, c'est vraiment que dalle. Non, c'est pas Non. énorme. Mais après, je pense qu'il y a un. Ah oui, truc c'est. pour nous. Bon, c'est pas la Ligue 1. Oui, c'est vrai, Frédéric. J'avoue que c'est Non, pas non. la Ligue. Non, puis surtout, non, mais s'il faut garder, c'est que surtout qu'Alex Dupont va s'en aller en fin de saison. On en parlera tout à l'heure avec Oui, lui. Il va s'en aller, donc forcément, il a envie aussi de donner un groupe à son successeur, va continuer justement avec cette équipe et justement l'emmener au plus haut en termes de points, parce que là il vise, je crois, 50 voire 54 points pour la fin de saison, justement pour mettre ce groupe en marche pour la saison prochaine, pour son futur successeur. Donc c'est important de laisser une équipe. Je pense qu'on a un avantage, c'est que ça fait quelques matchs quand même. 2-3 matchs qui tournent énormément, il fait rentrer pas mal de jeunes, enfin on sent que Oui, c'est ils ça. sont vraiment dans l'optique de préparer la saison prochaine, mais qu'ils n'ont plus rien à jouer. Oui, parce qu'ils ont Donc quand même. quelque part ça peut être aussi positif pour nous, parce qu'ils auront des joueurs qui n'ont peut-être pas non plus trop l'habitude de jouer ensemble, ou des joueurs qui découvrent le monde professionnel. Aussi. Je pense qu'ils vont aligner quand même pas mal de jeunes d'équipe. Donc, Il y en a déjà 3 là. Il y a le Normand, Jacob et puis Henri, donc 2 qui sont déjà après, rentrés Jacob, en il jeu. a déjà quelques matchs de Ligue 2. Oui, il a déjà fait Ouais. quelques matchs de Ligue 2, mais ça reste quand même un jeune joueur également. Donc oui, ils ont une équipe en Gambardella qui est comme Sochaux et qualifiée pour les demi-finales face à Monaco, comme j'ai rappelé tout à l'heure. Donc forcément, il y a sans doute des jeunes très intéressants. Ils sont en train de construire un centre de formation. Il va être achevé cet été. Donc il y a aussi... Il va y avoir de la qualité aussi dans les années à venir dans les rangs brestois. Mais c'est vrai que c'est... Bretagne commence à être une terre de football. Oui, après, il y a toujours eu des clubs quand même comme Rennes, Lorient. Qui est monté en Ligue 1. Oui, il y a toujours... Il y a Rennes qui fait une belle saison cette année. Oui, il y a, Donc, je pense que il y a des bons joueurs aussi en Bretagne. Quand même, la Bretagne et la Normandie Oui, il y a des bons joueurs. Et puis ils ont, si cette équipe s'est qualifiée en Gambardella en demi-finale, c'est qu'il y a des joueurs intéressants. Donc forcément, Alex Dupont, les fait rentrer au fur et à mesure. Et il les intègre justement en fin de saison parce que Brest n'a plus rien à jouer, que ce soit en bas ou en haut. Donc il faut, justement, c'est maintenant qu'il faut les faire jouer. Comme ça, les jeunes joueurs n'ont pas de pression. Ils sont là pour jouer. Puis après, il y a des joueurs aussi on sera sauvé assez tôt pour pouvoir lancer quelque chose de la CF1. Oui, puis après, je pense peut-être à certains qui l'ont peut-être encore un peu juste, mais JB Léo, enfin tout cela. Même Thomas Robinet qui n'a pas trop eu sa chance quand même cette saison. Ouais, après c'est jouer un peu plus, mais après c'est c'est vrai que ça serait l'occasion. Oui, après on va attendre d'avoir le maintien acquis pour faire rentrer tous ces jeunes, mais on peut les faire déjà rentrer. Là-dessus, Albert Cartier est un formateur dans l'âme. Il aime les jeunes joueurs, donc je pense qu'il les fera rentrer au fur et à mesure, mais il ne faut pas non plus, comme on dit... Et je pense qu'on a vraiment un entraîneur qui correspond aussi aux valeurs de notre club, et ça c'est quelque chose d'assez important. J'espère en tout cas qu'on arrivera à trouver la stabilité avec lui, parce que Sochaux change quand même souvent d'entraîneur quand on regarde depuis les années 2000. Ça bouge énormément. Donc ce serait bien qu'on puisse faire quand même quelques saisons avec Albert Cartier pour pouvoir construire un projet, construire quelque chose autour de lui, puis avec l'équipe dirigeante. Il faut espérer que le projet va s'articuler autour de lui. Moi, je le souhaite en tout cas. Je le souhaite, mais pour ça, il faut que l'actionnaire fasse ce qu'il faut. Il faut aussi fasse le nécessaire. Il faut lui donner aussi les moyens. Il faut lui donner aussi des joueurs, des bons joueurs. Puis après, tout dépend vers quel objectif on va tendre. On va savoir d'ici peu, mais là déjà premièrement déjà on va déjà s'occuper du maintien, de se sauver. Après, il y a un projet qui semble dessiner aussi cet été, au centre de formation notamment. Oui. Comment le président Kenzik a présenté quelque chose à M. Oli. M. Oli a donc accepté. Et apparemment, donc, il y aura des échanges avec des clubs chinois. Oui. Et puis le centre de formation devrait se tourner un peu plus vers des équipes de la région. Oui. Jeunes joueurs. Oui, c'est certain. Donc, il devrait y avoir des partenariats qui vont se créer et puis des échanges donc, avec la Chine. C'est normal qu'il y ait des partenariats dans la région. Quand on voit qu'un club comme Pontarlier, qui a pas loin, je crois, plus de 500 licenciés, c'est affilié à l'AS Saint-Étienne, alors que Sochaux est juste à côté. Oui, il faut être affilié au club de la région. Après qu'il y ait des échanges avec la Chine, c'est normal. L'actionnaire est chinois. Donc... Parce que Sochaux remontera en Ligue 1
même si ça doit se faire dans 5 ans, je suis quand même confiant par rapport à ça, parce que je pense que les grands clubs Moi, j'espère avant pour moi. ne meurent jamais, et qu'il y aura une histoire, l'histoire va continuer. Et bien sûr, Et ça serait intéressant justement de créer quelque chose, par exemple avec Belfort, qui est quand même en national, qui est tout près. Donc ça serait, je pense que ça serait vraiment une aubaine pour le club. Après, il faut que le club en face accepte lui aussi également. Donc après, il faut que les deux clubs, les deux parties. Il faut que les deux parties. Les valeurs d'un club comme Belfort. Bah oui, qu'il y ait des échanges. La proximité qu'entretiennent les supporters de Belfort et de Sochaux, qui sont souvent les mêmes, on va dire. Je pense que c'est largement jouable. Après, ça se discute au niveau des dirigeants, mais oui, pourquoi pas. Il peut y avoir des échanges, des joueurs prêtés, même enfin bref. Besançon, c'est fait déjà. Il y a déjà un partenariat avec le Racing Besançon. Avec le Racing, par exemple, Michael Isabé, forcément. À dire BRC, mais c'est vrai que maintenant c'est Racing Besançon. Ah oui, c'est Racing Besançon. C'est Racing Besançon, n'allez pas. Par exemple, c'était quand même un club qui a fait des bonnes choses il y a quelques années. Ils étaient en Ligue 2, ils étaient un pas de la Ligue 1. J'allais dire, donc en Ligue 2, même en national. Et je pense que la place actuelle de Besançon n'est pas celle qu'ils occupent aujourd'hui. Je pense qu'ils remonteront. Je leur souhaite. On l'espère en tous les cas. Jura-Sud aussi, qui est quand même. Oui, une belle équipe. Belle équipe, Jura-Sud. Il y a surtout un bon centre de formation aussi également à Besançon, Racing Besançon. Il y a le Besançon Football Club qui commence à monter lui aussi avec beaucoup de licenciés. Non, oui, il faut s'affilier au club de la région. Moi, je trouve pour garder une identité déjà, rien qu'une identité de la région, déjà rien que ça. Et puis après, ça crée des liens aussi de proximité avec les dirigeants présents de ces clubs-là. Bien sûr. Parce que dans la région, on est tous proches du FSM, quoi qu'on dise. C'est quand même le club de la région, c'est le club phare. C'est même un club phare en France. Puis ça prouve aussi. Ça prouve aussi l'ouverture du club. Voilà, il faut s'ouvrir aux autres, il faut s'ouvrir au monde, comme on va dire. Vu que notre actionnaire est chinois, il faut s'ouvrir aussi au monde parce que le marché chinois, c'est le marché de demain en termes de football. On le voit quand même dans leur championnat parce que là, ils ont explosé les transferts, les sommes des transferts dans le championnat chinois, plus qu'en Angleterre. Donc c'est aussi un championnat qui va grimper dans les années à venir. Donc oui, il faut que le club change, il faut que le club s'ouvre et puis il faut changer sans doute des choses à l'intérieur du club, mais aussi faire des partenariats. Je suis assez confiant par rapport à ça. Je pense que oui, moi aussi. On peut reprocher à Kenzik son manque de communication parce que c'est vrai que moi j'aimerais l'entendre un peu plus. Mais je pense qu'il a une vision du football qui est très bonne. Déjà, il a dirigé en Allemagne. Oui. Donc pour moi, le championnat allemand est un exemple en tout point. Et j'ai toujours vraiment aimé la façon dont les clubs allemands sont gérés, ne serait-ce que les relations qu'ils entretiennent avec les supporters, les stades sont toujours pleins. Et puis je pense dans l'intelligence de la gestion, parce que c'est quand même un championnat qui est très peu endetté. Donc si on prend l'exemple du Bayern Munich, même si Dortmund a eu des soucis il y a quelques années, mais c'est un club qui est revenu. Donc je pense qu'en termes de gestion, c'est un exemple européen. Oui, je suis assez confiant par rapport à ça. Je pense que Kenzik a cette vision-là, il a quand même fait des bonne chose du côté de Leverkusen quand on regarde. Mais alors pourquoi il n'est pas resté ? Pourquoi il n'est pas resté au Bayer Leverkusen ? C'est ça la question. Parce que je pense qu'on ne peut pas juger, mais je pense que Kenzik est un homme de défi. Et je pense que Kenzik est venu relever le défi du FCSM. C'est un sacré défi, parce que aller du côté de la Suisse, vous voyez, commencer haut puis finir, on va pas dire au plus bas, mais voilà, c'est pas, voilà, faut quand même avouer faut quand même dire la vérité, finir au milieu. Je pense que voilà, il y a Bayer Leverkusen, c'est un autre monde, quoi. Le challenge est quand même intéressant. Il a un beau challenge, s'il réussit, bravo, il a Kenzik. Et moi, je pense que Kenzik partira quand Sochaux sera en Ligue 1. On verra. Quand Sochaux quand il aura le sentiment d'avoir fait le maximum de ce qu'il aura pu faire à Sochaux. Quand il aura accompli sa mission, effectivement, avec c'est un homme d'expérience, un homme qui a siégé à l'UEFA, qui a beaucoup de contacts. Après, moi, ça me dérange pas qu'il soit discret. S'il fait son travail et puis qu'il le fait s'il bien, le fait bien, oui, et que Sochaux, ça rejaillit sur Sochaux. Un peu plus parler dans la presse. Je trouve qu'il a trop l'attitude en fait d'un directeur sportif. Après, il faut. Le problème, c'est vrai, ça par contre. Le problème, c'est qu'en ce moment, on n'a pas de directeur sportif. Et donc forcément, il fait un petit peu. Personne ne peut communiquer. Après, c'est peut-être pas. D'ici peu. Il y a des noms qui circulent, mais d'ici peu, il va. C'est sans doute pas un grand. Apparemment, ça sera quelqu'un de quand même assez jeune, mais je pense qu'il restera qu'il n'aura pas plus de 50 ans, en tout cas, à mon avis. Je sais pas, mais en tous les cas, pour les gens pour 50 ans. Ouais, merci beaucoup. Non, mais c'est gentil, ils vont apprécier. Magnifique. Oui, Frédéric, tu fais tes 50 ans cette année ? 50 ans est un âge.
Non, bah justement, t'as dit l'inverse, donc c'est très bien. Ben oui. très bien. Non, fallait pas le prendre dans ce sens-là. Bah si, non, mais au Frédéric, contraire, c'est très c'est bien. bien. T'as dit que 50 ans c'était jeune. Ben oui. Donc je trouve ça très bien. Oui, non, mais Bah oui, jeune, mais dans le sens, j'ai rien contre les personnes expérimentées qui ont une soixantaine, qui peuvent aussi apporter des Oui, choses au club. aussi. Bah Mais oui, je non pense mais. que maintenant, il faut se tourner aussi vers l'avenir. De toute façon, il faut se dire une Bah après, chose, faut pas se tromper. Je pense que ce qui se passe au SCSM est un peu le reflet de notre société en général. Je pense qu'il faut se tourner aussi vers l'avenir, vers des gens beaucoup plus jeunes. Et c'est important, quand il me dit qu'il a que 42 ans. Donc je pense Bah oui, qu'il a c'est beaucoup de jeune. choses à faire ici. Il a le temps et quelque part, il est déjà très expérimenté pour son âge, comme vous l'avez dit. Bien sûr. Et puis je pense qu'il a une vision plus jeune du football, plus moderne. C'est ce qu'on attend maintenant, quelque chose de nouveau, de plus moderne, de plus récent. Donc de quelque chose de fraîche. Avec le FSM, on est arrivé au bout d'un cycle. Avec Peugeot, même si le déchirement était énorme, parce que Peugeot c'est quand même l'actionnaire historique du club. C'est la valeur primaire du FPSM, je dirais. C'est ce qu'a construit le club. Mais on avait besoin, je pense, de rentrer dans un nouveau cycle. Ça a été très brutal, on va le dire franchement. L'arrivée C'était brutal, de oui. M. Lee s'est pas déroulée comme c'était prévu avec les résultats sportifs. Après c'est. Et donc je pense qu'il faut se dire une chose avec le recul, c'est que si aujourd'hui le CSM était premier de Ligue 2, M. Lee, je pense qu'il serait adulé de tous. Bah, exactement. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué aussi pour eux aussi. Ils arrivent dans un monde qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Après, ils n'ont pas de chance. C'est vrai que ils ont pas, en termes de recrutement, on peut pas tout leur incomber parce que voilà, il y a des joueurs qui ont été recrutés aussi avant qu'ils arrivent. Donc forcément, il y a déjà beaucoup de joueurs qui sont partis, beaucoup qui sont arrivés aussi. Donc après, il faut. C'est un peu comme Brest. Hein. Brest, il y a eu 14 départs, 12 arrivées. Donc ça n'a pas été simple de trouver un collectif. Brest a quand même perdu aux chances. Oui, Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Mais après, faut laisser l'actionnaire arriver. C'est compliqué, c'est jamais simple quand on reprend un club, que ce soit pour n'importe quoi. Hein. Quand on reprend quelque chose, c'est jamais simple au premier erreurs, mais on apprend de ses erreurs. Hein. Si on fait pas d'erreurs, on n'apprendra jamais rien. Surtout. Comment ? Des erreurs de proximité, des erreurs de communication. Oui, sans doute, Beaucoup des dans la maladresses, communication. des maladresses Il aurait fallu certainement. montrer un peu plus, entamer plus les discussions avec les supporters, se montrer plus proche des gens, par exemple. Ne serait-ce que donner des interviews dans votre émission, parce que c'est essentiellement les supporters qui écoutent les gens proches du club, qui connaissent l'émission et donc qui appellent. Et ça aurait été important de communiquer justement, de dire aux supporters, écoutez, voilà, lâchez pas, on a un projet sportif, l'année prochaine on sera là. Et puis voilà, puis l'année prochaine, je suis convaincu que Sochaux va jouer la montée. Et je pense que l'an prochain, on fera une grande saison. En tous les cas, je l'espère, parce que c'était cette année la grande saison, ça n'a pas du tout été le cas, donc j'espère que la saison prochaine sera la fameuse grande saison du FCSM. Moi, je pense que l'an prochain sera la grande saison, parce que nos jeunes auront gagné en maturité. Je pense que les Hongrenais, même Fuchs, risquent d'exploser, parce que je pense qu'ils ont quand même une bonne carrière devant eux, qui les attend. Oui, on l'espère. Et donc, notamment Fuchs, c'est un joueur que j'apprécie énormément, parce que je pense que on sent que c'est quelqu'un qui a, je pense, les valeurs du club. Parce que moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellé, c'est par exemple Maxence Prévost et Jean de Fuchs. Après le match contre le Red Star, donc le match de toutes les tensions entre les supporters et les joueurs, c'est les seuls qui sont venus assumer leur rôle, je dirais. Alors que c'était franchement pas à eux de venir saluer les supporters. Et c'est eux qui sont venus, qui ont fait quand même quasiment le tour des bonhommes pour saluer tout le monde. Donc ça, je pense que c'est des gestes qui sont forts. C'est de dire à 18 ans, on assume, on est là, on montre que voilà, qu'on n'en a pas rien à foutre du club. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose de très fort. Oui, après, c'est normal, ils ont été formés ici. John de Fuchs, il venait avec son papa dans les tribunes du stade. Donc, ce club, il l'aime. Donc, forcément, ils ont pris des responsabilités. Mais c'est bien, hein, ça te fait grandir de prendre des responsabilités. C'est bien, donc, oui, ça va les faire grandir sur le terrain et en dehors. Cette maturité, il ne faut pas qu'ils la perdent, qu'ils feront qu'ils deviendront des bons joueurs. Parce qu'on en a vu des bons joueurs à Sochaux, mais des très grands, après, on n'en a pas vu tant que ça, mais on les a vus aussi dans la maturité. Je pense que Jérémy Mathieu, on n'aurait jamais pensé qu'il finirait au Barça. Sincèrement, je pense qu'il avait un bon niveau à Sochaux, mais de là à dire qu'il jouerait quand même dans le meilleur club du monde. Parce qu'il a fait des choix intelligents, c'est ça aussi. Ouais. Aussi, et puis il a toujours fait preuve quand même d'une certaine maturité, je pense. Puis d'une certaine humilité. Aussi, beaucoup d'humilité. C'est un joueur qui a beaucoup d'humilité. Merci. Donc, à toi, mon cher Quentin. C'est ces valeurs-là qu'il ne faut pas perdre. Eh ben voilà, c'est ces valeurs qu'on va retrouver également vendredi, j'en suis sûr, pour battre ces Brestois. Merci à toi, mon cher Quentin. Dans quelques secondes, coach serait d'être avec vous, coach. Je vous souhaite une bonne soirée. Mais avec grand plaisir, mon Quentin. Et puis, bien sûr, Quentin, allez!
Sochaux. Salut Quentin, excellente soirée à bonne toi. Eh ben voilà, un excellent moment avec ami Quentin, coach sur Eda, d'ici quelques instants, effectivement, sur Radio Shalom Besançon. Frédéric, je sais pas si on continue, tiens, j'en profite pour saluer Yves Nachin qui nous écoute, que vous retrouverez demain entre 14h et 15h pour votre émission Marque-Page. Et puis 18h, 19h30, il vous accompagne bien entendu avec de la bonne humeur et de la très bonne musique, les plus grands tubes avec vous. Allez, pas de succès face au Stade Brestois depuis 2012, un Sochalien et Brestois se sont croisés pour la première fois en Ligue 2 la semaine, pas la semaine dernière, non, c'est la saison dernière. On était à Laval. On était à Laval la C'était saison pas dernière. très loin. Hein. C'est vrai, Fred, c'est vrai. Ils auraient dû coucher là-bas, en fait, les Sochaliens. Ben non, parce qu'ils jouent à domicile. Ils jouent à Bing! domicile. Le mardi, Ils sont venus avec les Brestois en avion. complètement. En fait, c'est ça. Merci, tu m'as aidé, Fred. Merci, t'es sympa. Oui, c'était ça, le mardi 23 septembre 2014, effectivement. Le FCSM avait effectivement, le FCSM qui avait dominé et touché 2 fois les montants par Florian Béranguet et Raphaël Caceres pour finalement concéder un match nul et vierge, effectivement. Allez, sans plus attendre, sans transition, coach sur Edette avec nous. On sait que dans 5 minutes, il y a un autre coach. Lui, il est entraîneur de l'équipe du Stade Brestois. C'est Alex Dupont. Mais avant d'avoir Alex Dupont, c'est un autre coach. C'est coach sur Eda, bien entendu. Les notes du match, c'est avec coach sur Eda. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon sur 99.5. Frédéric, il est au taquet. Non, je disais Frédéric parce que, voilà, tu le sais Fred, et vous qui nous écoutez depuis 18h, que c'est du nouveau matériel forcément. Et je disais donc que ça ne sature pas, que tout se passe bien de ce côté-là. Est-ce que toi, de ton côté, ça va aussi? Moi, je ne sature pas, tout va bien. Magnifique Fred. Allez, on accueille coach Frédéric. Ah ben on l'accueille, Allez, c'est parti. salut coach. Bonsoir à tous. Ça va coach? Tout se passe bien? Ça va très bien, en t-shirt, à 25 degrés. Bah, comme tout nous. va bien, quoi. Comme nous, quoi. Oh les Moins chances. 25. T'es où? T'es Ouais, toujours à ouais. Toulouse? Ouais, chez nous, il fait moins 25. Non, je plaisante, il fait trop chaud. T'es à Toulouse, coach? Ouais, voilà, c'est ça. Tu vas voir Pascal Duprat ou pas? Je l'ai vu, je l'ai vu. Pas en tête à tête, mais je veux dire, je l'ai vu. Voilà, si tu le vois Ah bah, en tête à bah, tête, écoute, on va nous- c'est ta vie, hein, Ouais, ça te ouais, regarde. Hein. c'est votre vie, attendez. Je l'ai vu de la tribune contre Bastia, mais c'était mon dernier match à Toulouse Ah, cette mais saison. j'avais Et pas, l'année c'était un prochaine, dîner aux chandelles. j'espère revoir Toulouse-Nîmes et Toulouse-Sochaux, quoi. Ben, on l'espère en tous les cas, et j'espère que cette équipe toulousaine va se maintenir quand même, parce que franchement, Pascal Duprat, c'est pas si ridicule. Après, ils ont un pour être à côté, c'est vrai qu'à Ribagé, c'était vraiment catastrophique. Pascal Duprat n'a pas réinventé le football. Pas du tout. C'est simple, on discute beaucoup avec les gens d'ici, et il a simplement mis des barrières. Il a mis des barrières, il a mis un cadre de vie, et puis il a mis en confiance les joueurs. L'effectif de Toulouse n'est pas le plus mauvais sur le Exactement. papier, donc la Exactement. logique voudrait qu'il se maintienne. Bah, c'est ça, Exactement. le rôle d'un entraîneur, c'est ça, c'est de C'est- mettre les joueurs en confiance. Exactement, quand vous avez des Adrien Régatin, des Ben Yedder et j'en passe, franchement, Braithwaite, oui, bah là, Braithwaite, non, attendez, il y a un moment donné, Il voilà. a changé le brassard de capitaine. C'était un pack pro, qui était vraiment mauvais. Il a même mis Canabic, qui est quand même de la bouteille en Ligue 1, sur le banc. Il a mis les joueurs qui se donnaient pas sur le banc. Il a mis les joueurs qui ont envie sur le terrain. Et puis la différence est là. Le maintien va être quand même compliqué parce qu'ils partent de loin. Il y a Ça nous 4 rappelle points. Sochaux. Il y a 4 points, oui. Mais le maintien, ils sont qu'à 4 points. Le maintien est tout à fait possible. Allez, coach, 4 minutes, puisqu'ensuite on a l'entraîneur, un autre coach, l'entraîneur du Stade Brestois, Alex Dupont. Avec toi, coach, quelle est la bonne tactique pour battre cette équipe brestoise, effectivement? Et si Alex Dupont t'entend, qu'est-ce que tu peux lui dire ce soir? J'ai envie de lui dire que Sochaux, le mot est très fort, mais Sochaux va peut-être jouer le maintien ce soir. Le maintien ce soir, dans le sens si Sochaux Demain gagne, soir, Sochaux peut potentiellement avoir 5 points d'avance sur Niort, 4 points sur Evian si les deux équipes, bien évidemment, perdent. Sochaux peut faire le gros coup, pardon, excusez-moi du lapsus. Ah, le lapsus! Et surtout que la semaine prochaine, Sochaux va à Nancy, mais de ce que j'ai regardé, Evian et Niort jouent également contre des prétendants à la montée. Donc Sochaux peut jouer le gros coup. Alors par contre, pour gagner, il va falloir mettre du rythme. Surtout déjà, il va falloir penser à mercredi. Je pense que Cartier est très fort pour ça. Le joueur qui va penser à mercredi et pas au match de Brest, il va tout droit dans le mur, non seulement pour le Brest et non seulement pour Marseille. Il faut penser à Brest, il faut vraiment penser à Brest, parce que Brest, c'est le gagne-pain. Brest, c'est le plus important.
et Sochaux peut faire le gros coup. Il va falloir marquer d'entrée, comme à Laval, mais pas faire la même deuxième mi-temps qu'à Laval, parce que normalement contre Brest, on va prendre des pions. Il va falloir continuer à attaquer, ne pas avoir peur d'attaquer, ne pas avoir peur de se découvrir, et marquer le deuxième but très rapidement, et surtout au milieu de terrain être très costaud, parce que le milieu de terrain brestois est très très physique. Oui, tu as raison, c'est vrai, il va falloir, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ne pas penser à ce match de Marseille. Il faut penser à 22h, on pourra penser au match de Marseille, mais il y a un match à jouer en championnat, et c'est vrai que le maintien pourrait peut-être même pas se jouer à 40 points, vu les confrontations aussi des autres clubs qui sont en course pour le maintien. Donc il faut prendre 3 points absolument demain. Si Sochaux prend 3 points ce vendredi face à Brest, je pense qu'on aura fait un pas. Voilà. La semaine dernière, on a fait un pas. Là, si on gagne contre Brest, on pourrait faire un grand pas, en tout cas, vers le maintien. À condition, bien sûr, que soit Niort, soit Evian ne perdent pas, en sachant que Niort va au Red Star, le Red Star a perdu 4-2 sur son dernier match à domicile, et Evian joue contre Tours de mémoire, et Tours, c'est pas gagné d'avance. Oui, après, rien n'est gagné, mais il faut que Sochaux s'occupe de lui, tout simplement, et puis gagne ce match contre Brest. C'est en gagnant des matchs qu'on va se sauver, mais demain, il faut la victoire. Il faut la victoire, justement, pour bonifier cette belle réaction à Laval. Et puis, la phrase très bateau que beaucoup de monde dit, Sochaux a son destin en main. C'est sûr que si Sochaux n'a pas de questions à se poser, il faut tout gagner. Oui. Bon, c'est vrai qu'il y a Nancy qui va arriver, ça va être le match le plus dur de l'année avec celui de Marseille. Sochaux va avoir une semaine très compliquée, mais si Sochaux gagne tout, Sochaux est tranquille psychologiquement. Après, c'est sûr que avoir 36 points, si Sochaux gagne à 36 points, les autres peuvent en avoir 31 ou 32 en cas de défaite. Ce serait un très très gros coup. Ah oui. Et comme tu as dit, je pense pas que le maintien soit à 42. Je pense que l'équipe qui a 39 ou 40 points peut voir venir. Oui, même 39 points, je pense que ça pourrait se jouer là. Après, j'espère que en tout cas Sochaux les aura, mais c'est vrai que si on les a ce vendredi, si on a au moins déjà 36 points vendredi, on aura fait un pas énorme. Eh ben, on verra ce qui se passera vendredi. On te remercie infiniment, coach Sureda. On te souhaite une excellente soirée. Et puis, bien sûr, à lundi, je ne serai pas là. C'est Yves Nachin qui vous accompagnera lundi avec Frédéric Fitch, Frédéric Chevassu et toi, coach Sureda, pour débriefer cette rencontre face au Stade Brestois et puis s'intéresser à l'avant-match face à l'Olympique de Marseille. Salut, coach. Je te dis à jeudi, pour ma part. Pas de souci, à mercredi, peut-être à Bonal, parce que je serai là, je rentre samedi à Belfort, et puis bonne soirée, allez Sochaux. Salut coach, merci. Salut coach. Allez, dans quelques instants, il est avec vous, bien entendu, c'est l'entraîneur de cette équipe du Stade Brestois, Alex Dupont, qu'on va joindre du côté de Brest. Frédéric Chevassu, les Brestois, eux, partent, tout simplement, ils partent quand, Frédéric, à ton avis? Ils partent, si je te dis, forcément, parce que là, aujourd'hui, ce sera un petit peu compliqué pour avoir... Ils sont pas déjà partis? Non, non, bon Frédéric. Non, ils partent tout simplement demain matin. Ils partent les Brestois vendredi matin. C'est la petite information que j'avais eue. Vendredi matin, ils partent effectivement les Brestois. Et donc, on va voir ce que cela va donner avec Alex Dupont dans quelques instants. On va s'intéresser à cette équipe brestoise forcément. On va voir parce que Brest, voilà, effectivement, Frédéric, tu le disais, n'a plus grand chose à jouer. C'est vrai, il faut quand même pas se mentir, Frédéric. Ils ont plus de pression. Voilà, c'est ça. C'est l'histoire de la pression. Ils ne l'ont plus. Dupont met aussi quelques jeunes joueurs dans l'effectif, c'est parce qu'il y a plus de pression, donc il faut faire jouer ces jeunes joueurs également. C'est le meilleur moment pour les intégrer au groupe professionnel et puis voire même les titulariser. Donc c'est important pour l'avenir aussi de Brest. Allez, ça tombe bien, il est là l'entraîneur brestois Alex Dupont. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon sur 99.5 et également sur le www.radioshalombesançon.com. C'est votre émission Club Sport. Nous sommes ensemble, allez, encore 45 bonnes minutes. C'est la seconde période et ça tombe bien. On va la faire un petit bout avec Alex Dupont, l'entraîneur de cette équipe du Stade Brestois. Bonsoir à vous, Alex. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Pas bien, très bien. Alors ça, j'adore. Et c'est magnifique, ça. Et j'aime beaucoup quand les gens disent « ça va pas bien », ça va très bien. C'est bon, voilà, ça. Voilà, exactement. Dites donc, vous êtes déjà parti ou non? Vous êtes encore à Brest, là. Ah non, je suis encore à Brest. Oui, on part demain matin pour Sochaux.
D'accord. Excellent, ça, excellent. Voilà, parce qu'en fait, je disais ça à mon collègue en antenne, il me dit non, ils partent que demain matin. Et oui, je lui dis oui, ils partent que demain matin. Ouais, parce que Brest, Sochaux en train, il nous fallait partir donc le mardi. En vélo, une semaine, 15 jours quasiment avant. Donc on a choisi l'avion, c'est quand même Oui, c'est plus pratique. le plus pratique, oui, le plus rationnel. Voilà. Non, on part demain matin en avion. Excellent, Voilà. ça. Moi, je pensais que oui, vous alliez le faire en vélo, comme ça vous alliez arriver crevé. Exactement, je m'en doutais. Et tu sais, Les Sochaliens étaient contents. tu Mais sais, ça- je vous rassure, là, ils jouaient sans entraîneur, hein, parce que Brest, Sochaux en vélo, on aime bien le vélo Oui. en Bretagne. Hein. On aime beaucoup le vélo, c'est culturel ici. Mais non, pour moi, ça aurait été beaucoup trop long. Oui, c'est vrai. là, je pense que oui, là, ça aurait été compliqué. Allez, Frédéric Chassu, première question à Alex Dupont. Alors, c'est vrai que le Stade Brestois a assuré son maintien, il me semble de mémoire, face à Créteil lors de la 29e journée. Oui. En fait, vous n'avez plus de pression, que ce soit pour la montée ou pour le maintien. Non, on n'a plus de pression ni pour l'un ni pour l'autre depuis notre défaite à Tours il y a 15 jours. On s'était mis encore à espérer un peu en faisant un championnat parfait quasiment jusqu'au bout. Mais la défaite de Tours a anéanti tous nos espoirs. Voilà, on a fait maintenant, on souhaite faire une bonne fin de saison. Voilà, on aura aussi, je regardais notre fin de championnat, un rôle rôle d'arbitre pour ce qui est de la descente et également de la montée. Des équipes qui jouent encore la montée. Voilà, on va jouer pour garder en tous les cas une équité dans ce championnat. On suppose que l'ambition du Stade Brestois était de jouer la montée en début de saison. Oui. C'est une déception de ne pas être à la lutte en cette fin de saison, je pense, Alex, quand même. Oui, on est un peu déçus. L'objectif était de jouer en tous les cas un rôle intéressant dans le championnat. Et on n'y est pas parvenu. On était, si nous battons clairement le dernier match de la poule allée, si nous les battons, nous passions quatrième, on les rejoignait, même dépassés, si mes souvenirs sont bons. Mais tous ces matchs-là, ces matchs contre les premiers du championnat, contre les meilleures équipes, on les a trop souvent mal négociés, et ces virages qu'il fallait prendre pour taquiner les meilleurs, on les a souvent mal pris. C'est vrai qu'il faut aussi rappeler qu'en début de saison, beaucoup de joueurs sont arrivés, je crois 12 et 14 sont partis au Stade Brestois, donc c'est pas facile de trouver un collectif. Est-ce que ça peut expliquer que vous ne soyez pas présent justement? Bien sûr. En grande partie, voilà, c'est un choix qui a été fait par la direction. 14 départs, 12 nouvelles arrivées. Évidemment, le temps de trouver l'osmose, le temps que les joueurs apprennent à se connaître, que l'entraîneur aussi trouve la meilleure formule, que l'équipe trouve son style et sa personnalité. Bien sûr que ça a mis du temps, et quand on veut jouer les premiers rôles, on est à la course au point dès la première journée. C'est difficile de motiver ses troupes lorsqu'on a, effectivement, on n'a rien à jouer en cette fin de saison. L'objectif est-il de finir le plus haut dans ce championnat pour construire pour la future saison, Alex? Oui, bien sûr. Bien sûr que c'est nous cette fin de championnat. Je disais aux joueurs ce matin, voilà, moi je vais être très vigilant quant à l'envie, la détermination, le comportement et l'attitude de l'équipe, quoi. Voilà. Sur cette fin de saison, il y a aussi cette notion de plaisir, parce que il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient être à notre place aussi. Oui. Vous savez, vous êtes bien placé à Sochaux pour le savoir. C'est un championnat, cette Ligue 2, très très difficile. Beaucoup d'équipes aujourd'hui qui luttent pour ne pas descendre, comme le Paris FC ou les Sochaliens, avaient d'autres espérances en ce début de championnat. C'est la preuve que c'est un championnat, c'est très 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 homogène, où tout le monde pouvait battre tout le monde. Alors c'est vrai que vous avez déclaré, il me semble, il n'y a pas longtemps, vous s'étiez arrêté avec le Stade Brestois à la fin de votre contrat. C'est dû au métier d'entraîneur que l'on sait, on sait que c'est usant, ou peut-être envie d'un autre challenge? Oui, c'est un autre challenge. Oui, j'ai réfléchi sur mes 2 années qui restaient mes 2-3 années qui restaient à entraîner. Voilà, ça me fait. J'ai passé cette année formidable à Brest. C'est passé d'abord par un maintien.
en Ligue 2, ensuite une montée en Ligue 1, 2 années en Ligue 1 formidable, et puis 3 années où c'est vrai que je suis un peu sur ma faim. J'aurais bien aimé qu'on retrouve la Ligue 1, mais en tous les cas, le club s'est installé dans le premier tiers de championnat de Ligue 2, et bon, ça me paraît être quand même c'est pas mal. Maintenant, il faut que ce club aussi, et c'est le plus important, se pérennise dans le monde professionnel. Vous avez déjà trouvé un point de chute ou pas du tout, Alex? Non. Okay. Pour l'instant, non. Je suis déterminé avec mon club à bien finir la saison, et puis voilà. Non, pour l'instant. Et je rentre après. Je rentre chez moi et puis je me repose avant de partir sur un nouveau challenge. On a cru dire qu'une sélection peut-être pourrait vous intéresser aussi également. Oui, c'est autre chose. C'est un autre métier. Je disais Christian Gourcuff qui était avec la sélection d'Algérie et qui lui, pour ces 2-3 dernières années, souhaitait une équipe, autrement dit un entraînement au quotidien. Oui. Bon, je l'ai déjà fait. Moi, j'ai déjà été sélectionneur de l'équipe olympique du Qatar et des Émirats Arabes Unis pour les JO de Pékin et d'Athènes. C'est un autre métier. Et je vous avoue que ça me conviendrait assez. Et pourquoi pas une équipe, une sélection africaine, parce que la Coupe d'Afrique, c'est une compétition à laquelle je n'ai jamais participé. Et puis, il n'y a pas de lassitude de ma part, mais bon, j'ai plus de 650 matchs en professionnel. Voilà, je veux pas non plus essayer de gagner ou tenter de gagner un match que j'ai déjà gagné 100 fois. On a vu notamment contre Le Havre que vous avez intégré quelques joueurs comme Corentin Jacob, Valentin Henry et ce vendredi Romain Lenormand. L'idée, c'est aussi de lancer ces jeunes qui ont réalisé un excellent parcours en Gambardella. Tiens, on va rappeler par exemple Robin, pardon, excusez-moi, c'est pas grave. C'est comme ça. Tiens, je vais changer son prénom. Non, sérieusement. Voilà, on rappelle d'ailleurs qu'ils seront en demi-finale contre Monaco le 24 avril. Mais c'est ça en fait, c'est de lancer ces jeunes joueurs qui ont fait un bon parcours, peut-être aussi qui le méritent, Alex. Oui, il le mérite. Il le mérite parce que je ne le fais pas c'est pas pour leur faire plaisir, c'est parce qu'ils le méritent. Ils ont beaucoup bossé cette saison et plutôt bien travaillé. Puis aujourd'hui, n'ayant plus rien à espérer dans le championnat, il n'y a pas de pression particulière, sinon que celle d'ouvrir la porte à ces quelques jeunes et puis nous montrer ce dont ils sont capables, parce que cette voie de la jeunesse dans un futur proche, je pense que c'est une des voies, pas la seule bien évidemment, mais que devra prendre le Stade Brestois 29. Oui, c'est vrai que ça prouve que la formation fonctionne du côté du Stade Brestois, avec un centre de formation, je crois qu'il sera livré cet été, il me semble. Voilà. C'est important pour l'avenir. C'était vraiment ce qui manquait au Stade Brestois ? Oui, absolument. Le centre de formation était à l'état d'embryon, quoi. On parlait de formation, mais il y en avait pas. Aujourd'hui, un centre de formation, des structures d'accueil, de travail vont voir le jour au mois de septembre-octobre. Voilà, ça, je vous parlais de pérenniser les clubs dans le monde pro. C'en est un bon exemple et une réelle ambition en tous les cas que de bien figurer dans le championnat. Alors quand vous retournez sur votre carrière en club, est-ce que vous avez des regrets quand même, Alex ? Des choses peut-être que vous n'avez pas pu faire ou je sais pas, non ? Vous avez des regrets ou pas ? Alors écoutez, je vais pas parler de regrets, mais c'est parce que la vocation d'un entraîneur, enfin la mission d'un entraîneur et sa vocation aussi, parce que vous savez bien que c'est un métier de passion et de combat. C'est d'aller jusqu'au bout de sa mission à partir du moment où on s'est engagé avec un club et aller au bout de son contrat et essayer de la remplir en tous les cas. Mais c'est peut-être quand j'ai été sollicité par l'OM, par l'Olympique de Marseille, j'étais en 2001, voilà, j'étais à Sedan, tout se passait très très bien, on s'était qualifié pour la Coupe d'Europe avec Sedan. Et puis j'avais été sollicité par l'Olympique de Marseille. Et puis pour des raisons, et bien sûr, bassement financières, parce qu'on aurait parlé pour la première fois de transfert d'un entraîneur. Voilà, ça ne s'est pas réalisé. Mais ma déception était de courte durée parce que voilà, je me sentais tellement bien à Sedan à l'époque, voilà.
Mais c'était certainement un des tournants de ma carrière. C'est la raison pour laquelle aussi j'ai fait beaucoup plus de Ligue 2 que de Ligue 1. Mais bon, la Ligue 1 n'étant pas une obsession, bien évidemment, pour un entraîneur que je suis, voilà, retrouver tous les matins le rectangle vert avec les joueurs et tous les aléas que ça comporte aussi. Oui. Mais c'était formidable. Alors c'est vrai que vous allez venir ce vendredi du côté du Stade Bonal, où vous allez rencontrer une équipe sochalienne qui se bat depuis le début de saison en fin de classement. Est-ce que c'est une surprise pour vous de la retrouver en aussi mauvaise position? Oui, assez, bien évidemment. Bien sûr que je ne pensais pas trouver l'équipe de Sochaux à cette position-là. En tous les cas, tout au long de la saison, j'espère qu'elle va s'en sortir parce que c'est un club qui le mérite. On y travaille bien. Et puis Sochaux, c'est un monument dans le football français. C'est un club qui a beaucoup donné au football français. Voilà, c'est tout le mal que je leur souhaite. Maintenant, cette Ligue 2 était très homogène cette saison. La hiérarchie s'est resserrée. Tous les clubs quasiment à peut-être deux, trois exceptions près, sont allés un jour en Ligue 1. N'oublions pas qu'il y a 4 ans, si mes souvenirs sont bons, il y avait 4 clubs en Ligue 2 qui avaient été champions de France, pas dans les années 50. Hein. Il y avait que 10 ans auparavant, c'était Nantes, c'était Monaco, c'était Auxerre et Lens, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça. C'est pour vous dire qu'elle est difficile aujourd'hui. Et quand on voit un club comme Sochaux, qui se bat pour se maintenir, c'est dire combien il est difficile. Et c'est ce qui me fait dire aussi à chaque fois que j'aborde avec mon équipe le championnat de Ligue 2, il faut le prendre avec de l'ambition, certes, mais aussi avec beaucoup d'humilité. Alors justement, quelle est la recette pour avoir une équipe compétitive en Ligue 2 pour pouvoir monter en Ligue 1? Quand on voit des équipes comme par exemple qui sont en tête en ce moment, comme Dijon et Nancy, c'est une stabilité de l'effectif, vous pensez aussi? Bien sûr, ce qui caractérise les clubs de Dijon et de Nancy, c'est leur politique de recrutement qui montre bien leurs ambitions. Ils changent leur équipe. Leur équipe est quasiment changée tous les 4 ans. Mais ils passent par cela. Ils passent pour cela par 2-3 joueurs par saison. Ils gardent quasiment une grande partie de leur effectif. Ils chamboulent pas tout. Voilà, ils bâtissent leur ambition. Ils la construisent. Et puis un jour, à force de fréquenter les premières places le premier tiers de championnat, ils ne perdent pas patience. Ils gardent leur philosophie. Voilà, ils sont patients, mesurés. Et puis un jour, ça leur sourit. C'est pas le hasard. C'est vrai, c'est pas le hasard. Et ni la chance d'ailleurs. Oui. Alors Sochaux sort d'une victoire à Laval, 2-1 et reste sur une bonne dynamique dans la course au maintien. À quel type de match vous attendez-vous, Alex? Il faudra d'abord être pour nous d'abord présent à l'Impact, puis après chercher à développer du jeu, mais parce que cette équipe de Sochaux va certainement démarrer le match en nous imposant du rythme, de la présence athlétique. C'est ce qui caractérise aussi cette équipe sochalienne. Donc il faut être très présent, très fort dans l'engagement. Voilà, elle joue cette équipe qui joue sa peau, et ça veut tout dire. Alors on sait que Sochaux va disputer une demi-finale de Coupe de France contre l'OM ce mercredi 20 avril. Est-ce que vous pensez justement que Sochaux pourrait avoir la tête par exemple plutôt à la Coupe et ça pourrait le rendre un match difficile contre le Stade brestois, ou pas du tout? D'abord, je pense que tous les matchs sont difficiles. Et après, si j'ai un mauvais souvenir avec les Brestois, c'est celui de la saison dernière où on s'est fait éliminer en quart de finale. On rêvait du Stade de France, on s'est fait éliminer en quart de finale par par Auxerre, pardon. Chez nous en quart de finale au 0-0, battu au pénalty. Et je puis vous dire que la suite pour nous a été plus compliquée et beaucoup plus difficile. C'est resté dans les têtes pendant longtemps. Maintenant, ils sont bien sûr, ils vont jouer avec beaucoup de détermination et
d'enthousiasme ce match de Marseille, mais ils ne peuvent pas non plus laisser ce match de Brest de côté. Voilà toute la difficulté sur un plan psychologique, mais je pense que Albert sait faire et saura les convaincre que le match de Brest est important. Ah, il y a un joueur que vous connaissez bien du côté de Sochaux, il s'agit de votre ancien capitaine, et oui, Johan Ramaré, qui revient d'ailleurs d'une grave blessure et qui a fait du bien dans notre jeu sochalien. Quelqu'un d'exemplaire, on suppose. Qui est aussi capitaine chez nous. Exemplaire, j'ai été un réel plaisir de travailler avec Johan durant ces 2 saisons. J'en avais fait mon capitaine. Et oui. Il est exemplaire sur le terrain, il est exemplaire en dehors du terrain et pour un entraîneur que j'étais, c'était pour moi un excellent relais, un garçon intelligent. Et sa blessure a certainement pénalisé les Sochaliens, oui, c'est sûr. Ça, c'est certain. En tous les cas, on vous remercie infiniment, Alex Dupont, d'avoir été avec nous. On va vous laisser partir en vélo jusqu'à Bonal pour demain. J'allais vous le dire. Vous dire. C'est vrai? J'ai les pneus neufs parce que j'ai eu des pneus neufs pour aller jusque Sochaux. Magnifique. Gentil de la part du président quand même. Magnifique, super. Ça, le président, il est gentil. Avant demain, ne soyez pas surpris. Oui, il devrait faire beau ici, donc ça va. On l'espère. En tous les cas, merci à vous, Alex. Franchement, ça fait super plaisir. Bonne fin de saison avec le Stade Brestois. Et puis, à demain, on ira vous voir un petit coup près du bus. C'est promis. Okay. On vous enverra un petit SMS. Plaisir. Au revoir, Alex. Bonne soirée du côté de Brest. Merci beaucoup. Au revoir. Et ben voilà, et on remercie d'ailleurs le service communication du Stade Brestois qui a fait un boulot remarquable. Merci Alex Dupont, un super bon moment. Donc Frédéric, t'as bien entendu, il part, il va partir ce soir en vélo, il arrivera demain. Il a des pneus neufs, donc ça devra. Apparemment c'est le président il a dit que c'était le président qui avait acheté des pneus neufs. Oui, il doit y avoir à peu près 1200 km, je crois, pour venir depuis Brest jusqu'à Sochaux. Donc oui, ça fait une petite trotte. Non, mais on sent le discours d'un entraîneur passionné qui aime son métier, qui aime le football. Et donc ils vont venir ce vendredi, comme on l'a rappelé, sans grosse pression. Ils n'ont plus rien à jouer dans ce championnat, donc c'est pour ça qu'Alex Dupont en profite justement pour lancer des jeunes joueurs. C'est le meilleur moment, les jeunes joueurs qui vont arriver, qui jouent sans pression, il n'y a aucune pression, donc c'est l'idéal pour préparer aussi la saison future. Il nous a dit que il allait plus devenir l'entraîneur du Stade Brestois, donc quelqu'un va lui succéder, et c'est bien aussi de donner les clés de la maison, on va dire, en quelque sorte, avec une équipe compétitive et qui va essayer de gagner encore quelques points dans ce championnat pour finir le plus haut possible, justement, pour préparer aussi la saison future, la saison de l'année prochaine, car Brest sera sans doute un prétendant aussi à la montée la saison prochaine. C'est un club qui se structure, on l'a vu avec le centre de formation qui sera livré en septembre du côté de Brest, donc on voit que c'est un club qui est en train de se structurer avec une équipe Gambardella. Si on est en demi-finale de la Coupe Gambardella, c'est qu'on a de la qualité chez ces jeunes joueurs, donc c'est un plus aussi pour l'avenir du club brestois. Donc non, c'est un réel plaisir de pouvoir converser avec que ce soit Alex Dupont, même Albert Cartier. C'est un peu pour moi les mêmes entraîneurs. Et vraiment cool, Alex Dupont, franchement super sympa. Oui, ils sont passionnés, super. Ils ont 30 ans de métier derrière eux. T'as vu, il a failli aller à l'Olympique de Marseille, comme il nous a dit. Ça s'est joué de peu quand il était à Sedan quand même. J'avais vu ça, oui. C'est apparemment du côté de Sedan ils ont mis un peu des rouages, ils ont dû demander un peu trop cher en transfert, je pense. Apparemment, comme il a dit, apparemment. Oui, c'est sûr, quand on a l'occasion d'aller dans un club comme Marseille, un club plus huppé, c'est sûr que. Après, est-ce qu'il aurait été à la hauteur ou non, ça, on ne saura jamais. On ne saura jamais, voilà. On saura jamais. Bon, lui, en tous les cas, il est à la hauteur. Oh que oui, il est carrément même à la hauteur. Il vous présente. En hauteur. Ah oui. Là, on va prendre un peu de hauteur. Effectivement, il est notamment. Il travaille. C'est notre confrère Antoine Greenbaum. Il travaille du côté de Sud Radio. Il vient vous présenter ce soir notamment les secrets du mercato qu'il a coécrit avec Stéphane Bitton. On va parler mercato, ça tombe bien. Antoine Greenbaum est avec vous dans une seconde, et pour lui faire plaisir, ceci. Club Sport spécial Coupe du Monde, Antoine Greenbaum. Alors non, il n'y a pas de Coupe du Monde, Antoine, mais c'est pas grave, c'était son petit jingle, ça y fait plaisir. Salut Antoine. Comment ça va? Bonsoir. Super Antoine Greenbaum, tout va bien du côté de Paris, tout se passe bien? Ouais, écoutez, on digère l'élimination face à Manchester City, les supporters du PSG. Et on va en parler de cette élimination dans quelques instants. Il y a des choses à dire,
y a beaucoup de choses à dire, mais elle était désespérante, cette élimination. Elle est logique. Elle est logique, hein. On parlera notamment de la tactique, hein, 3-5-2. Enfin, on reviendra là-dessus dans quelques instants. Non, Antoine, simplement, présenter à celles et ceux qui nous écoutent ce soir Les Secrets du Mercato, coécrit avec Stéphane Bitton aux éditions Solar. D'où est né ce projet, cette création, Antoine? Vous est venu en fait cette idée d'écrire cet ouvrage? Sur le fait que chaque été, en l'absence de journée de Ligue 1, on s'ennuie. Donc on passe nos heures et tout notre temps libre à aller sur des sites spécialisés Mercato, sur le fait qu'à travers beaucoup de personnes rencontrées dans le cadre de mes précédentes enquêtes, c'est vrai que c'est un sujet qui revenait souvent avec plein de petites histoires qu'on me racontait et je me suis dit qu'au bout d'un moment il fallait enquêter là-dessus de manière un petit peu plus approfondie et donc après voilà, ce projet a été proposé au directeur des collections sport de Solar et voilà, il y a beaucoup de choses, des coulisses du transfert de Martial à Manchester United, le feuilleton Pogba, tout ce qu'il faut savoir également sur les agents stars, Mendes, Raiola, et puis beaucoup d'anecdotes avec des retournements de situations de dernière minute. Donc voilà un peu comment est né ce sujet. Il y avait vraiment la volonté d'apprendre plein de choses comme d'habitude. Et alors, comment ça s'est passé en termes de recherche, hein? Je suppose que vous êtes allé un peu fouiner un petit peu partout avec Stéphane Bitton. Ouais, on a été fouiné, comme d'habitude. Voilà, il y a différentes catégories de personnes. Il y en a certains qui veulent régler leur compte et donc qui se livrent assez facilement, d'autres où c'est un petit peu plus compliqué et donc on se retrouve dans du off, hein, et le fait de ne pas dévoiler l'identité de ces personnes-là. C'est une forme de puzzle avec l'envie de reconstituer une histoire avec des informations à recouper, un travail de journalisme, de journaliste d'investigation, donc c'est ce que j'aime. Ça a été une enquête qui a duré plusieurs mois et je suis sûr qu'elle vous plaira. En tout cas, j'engage tous vos auditeurs à la lire. Ouais, c'était ma question, voir si tout le monde avait joué le jeu ou pas, parce qu'on sait que c'est toujours un monde un peu fermé aussi également. Ouais, très fermé, des personnes qui n'ont pas souhaité nous parler, alors que voilà, certains très connus, voilà, de toute façon il n'y a que des personnes très connues dans le livre, mais on avait la volonté parfois de mettre en évidence certaines histoires. Ça a été très compliqué parce que parfois il y a des choses que l'on ne peut pas raconter sous peine d'être attaqué pour diffamation. Donc quand vous lirez certains chapitres, vous direz tiens, là ils ont peut-être été obligés de s'arrêter à tel ou tel moment de leur enquête parce que sinon ça pouvait devenir dangereux juridiquement. Donc oui, il y a des situations où il fallait évidemment faire attention, mais on a un travail à mener et surtout de recoupage de l'information. Et à partir du moment où on a été au bout, voilà, ça donne ce livre de plus de 200 pages. Il y a plein de choses. Il y a aussi un chapitre sur les mercenaires ou victimes du système, avec des histoires incroyables, rocambolesques, de joueurs qui ont connu plus de 10-15 clubs, avec des aventures parfois dans des pays en guerre, bref, avec des contrats qui ne se sont pas signés parce qu'il y avait des agents véreux qui souhaitaient toucher des commissions très très importantes qui apparaissaient au dernier moment. Voilà, il y a aussi cette problématique-là qui est abordée. D'accord. Donc c'est vraiment un livre forcément intéressant, on y apprend vraiment beaucoup de choses. Je vous invite vraiment à aller en bonne librairie comme on dit et puis de vous procurer ce magnifique ouvrage aux éditions Solar, Les Secrets du Mercato, coécrit avec Stéphane Bitton. Oui Antoine, c'est vrai qu'il y a aussi la préface de Pape Diouf, ancien journaliste également, et puis agent de joueur ou encore président de l'Olympique de Marseille. Pourquoi ce choix? C'est vrai que quand j'ai regardé la préface, je me dis tiens, c'est notre Pape Diouf qui est encore là. On parle souvent de lui quand même ces derniers temps. Pape Diouf, déjà c'est un président qui a connu de très très bons résultats à l'Olympique de Marseille. C'est un président que je respecte pour le travail qu'il a pu réaliser à l'OM. Il garde d'ailleurs une cote de popularité très très importante auprès des supporters. Quand il est arrivé au milieu des années 2000, le club VGT, que ce soit sur le plan structurel, sur le plan sportif, le plan financier, il a assaini les comptes. Il a permis à ce club de dégager des bénéfices. Il a construit une équipe. Il est parti juste avant l'année du sacre de champion de France. C'est Jean-Claude Dacier qui a récupéré ce club qui était en parfait état parce que Pape Diouf s'était retrouvé en conflit avec Vincent Labrune qui déjà à l'époque tirait les ficelles. À l'époque, Labrune n'était que le bras droit et l'oreille de Robert Louis Dreyfus et
il avait un projet qui était de devenir président de l'Olympique de Marseille. L'objectif, c'était de mettre des bâtons dans les roues de Pape Diouf, donc quelqu'un de très respectable. Et puis ensuite, en tant qu'agent, il y avait forcément des choses à raconter. Et puis voilà, dès les premières pages du livre, dans sa préface, il explique comment il a raté Yaya Touré, alors qu'un agent un peu louche, un peu bizarre était venu lui proposer Yaya Touré, qui n'en était qu'au début de sa carrière, avant même qu'il signe à Monaco. Donc il y a un paquet d'années. Donc voilà, je trouvais que c'était vraiment le bon interlocuteur pour la préface, journaliste, ancien agent, président, donc avec un regard assez complet sur le sujet. Allez, on change un petit coup de chapitre, c'est qu'à de le dire, et on va partir du côté de la Ligue. La Ligue des Champions, le débrief. Allez, on va débriefer la Ligue des Champions avec tous les résultats et notamment Antoine, tu en parlais en préambule de cette entrevue avec toi, notamment de ce match, le Paris Saint-Germain qui s'est déplacé en terre mancunienne face au Mancunien de Pellegrini. Ça a donné victoire 1-0 de Bruyne qui a planté à la 76e minute de jeu son petit but, 1-0. Antoine, première question qu'on va se poser, et ça tourne dans les têtes un petit peu de toutes celles et ceux qui supportent le PSG, et puis celles et ceux qui jettent quand même un œil sur ce club de la capitale. Laurent Blanc est-il menacé à l'heure où on parle, Antoine? Non, pas vraiment, et d'ailleurs c'est quand même assez pathétique. De toute façon, le Paris Saint-Germain est dirigé par un président qui ne comprend rien au foot, un État qui n'a pas vraiment saisi les subtilités du monde footballistique. Comment maintenir Laurent Blanc en poste? Alors ce serait l'hypothèse qui pour le moment serait privilégiée du côté de la direction du Paris Saint-Germain, en expliquant à Laurent Blanc qu'à la prochaine erreur, là pour le coup, il serait forcément démis de ses fonctions. Mais moi j'attendrai pas 5 minutes. Je me projetterais déjà, si j'étais à la place de Nasser Al-Khelaifi, déjà voilà, de la part de Doha, de trouver un vrai président connaisseur de football, et ensuite deuxièmement de ne surtout pas conserver Laurent Blanc l'année prochaine. Comment peut-on prolonger un entraîneur au mois de février, en sachant évidemment que les plus grosses échéances de la saison arrivent au mois de mars, avril, mai, parce que l'objectif du Paris Saint-Germain, la Ligue 1, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, maintenant tout le monde s'en moque du côté du Paris Saint-Germain, puisque de toute façon Paris sait que à la fin de la saison, sauf catastrophe, Paris gagnera les 4 compétitions nationales, la Ligue des Champions. Aujourd'hui, cette équipe, elle n'est construite que pour 4, 6, 8 matchs dans l'année. Et c'est sur ces matchs-là que l'entraîneur doit effectuer les bons choix. On a toujours dit que Laurent Blanc, déjà, avait du mal dans la gestion de son vestiaire. On l'a encore vu une fois de plus avec la gestion du carrier. C'est-à-dire qu'un joueur se permet de l'insulter. Au bout d'un mois, il finit par le réintégrer. En plus, c'est ce même joueur qui le plombe parce que Aurier a été catastrophique et à l'aller et au retour. Et en plus, c'est cet épisode-là qui a quelque part mis à mal la dynamique qui était très très positive du côté du Paris Saint-Germain. Donc, je lis à droite à gauche que Mourinho pourrait venir la saison prochaine. Oui, il faut remplacer Laurent Blanc parce que ce 3-5-2 c'était catastrophique. C'est un système qui n'a jamais été testé. Les cadres du vestiaire n'ont pas compris une seule seconde pourquoi il avait mis en place ce système. Il fallait évidemment rester dans ce 4-3-3, même s'il y avait quelques blessés. Changer joueur pour joueur, changer poste pour poste, mais ne surtout pas rentrer dans un système, en plus en faisant jouer des Van der Wiel, des joueurs qui n'ont absolument pas le niveau pour des quarts de finale de Ligue des Champions. Frédéric, une réaction? Oui, et puis c'est vrai que j'ai pas vu une équipe parisienne à 200%. Quand on joue un quart de finale de Ligue des Champions, on est quand même à 200%. Hier soir, j'ai regardé Benfica Bayern Munich. J'ai vu 2 équipes qui étaient à 200%. Ça a joué, il y a eu du jeu. Que là, j'ai pas trouvé un Paris qui jouait, peut-être pas tranquille parce qu'on va pas aller jusque là, mais pas comme on doit jouer en quart de finale de Ligue des Champions. Je sais pas après ce que vous en pensez, mais j'ai pas trouvé que c'était suffisant, quoi. Et puis même les cadres dans cette équipe n'ont pas donné ce qu'il fallait. Après, c'est vrai qu'une équipe, ça se construit sur plusieurs saisons, mais oui, on n'a pas senti. Alors qu'en face, Manchester, j'ai pas vu un grand Manchester non plus. Je pense qu'il y avait largement la place pour passer, mais au match aller, Paris a raté le coche sur ce penalty et sur ce face-à-face aussi d'Ibra. Antoine Greenbaum, est-ce qu'on est à la fin d'un cycle du côté du Paris Saint-Germain? Oui, forcément à la fin d'un cycle, mais il était temps qu'il se termine ce cycle. Il y a une erreur en termes de management d'avoir prolongé Thiago Motta l'été dernier, qui a obtenu une revalorisation salariale, qui a fait des pieds et des mains pour quitter le club parce qu'il n'était pas assez payé, parce qu'il n'avait pas le respect
la présidence, de la direction du Paris Saint-Germain, un peu jaloux de la relation entre Nasser Al-Khelaifi, en la relation qu'entretient le président du PSG avec Thiago Silva et Zlatan Ibrahimovic. Il y a eu beaucoup trop d'erreurs, évidemment une fin de cycle. Il est temps de mettre un terme au contrat de plusieurs joueurs, se débarrasser de Mota, qui a été un joueur exceptionnel, attention, un joueur extraordinaire, notamment à l'époque où il évoluait au Barça, à l'Inter, quand il a été champion d'Europe en 2010. J'ai jamais trouvé que Mota, avec le PSG, même s'il a réalisé quelques très bons matchs, avait retrouvé ce niveau-là. C'est aussi normal, il a aujourd'hui plus de 33 ans, 34 ans si je me trompe pas, le poids des années. Et puis la fin surtout d'Ibrahimovic. Ibra, c'était bien pour gagner la Ligue 1, c'était bien pour représenter un projet, d'apporter une plus-value sur le plan marketing, qui a été, et pour en avoir parlé d'ailleurs, ça vous le retrouverez parce que c'est l'un des chapitres des secrets du mercato, comment Paris prépare l'après Zlatan, c'est-à-dire une valeur marketing inespérée pour le management du Paris Saint-Germain, qui a parfaitement représenté avec cette forme de charisme. Et quand je l'entends dire Zlatan Ibrahimovic qu'avant le Qatar il n'y avait rien au Paris Saint-Germain, il faudrait qu'il ouvre quelques journaux du milieu des années 90, il se rendra compte que le PSG a été 5 fois d'affilée en demi-finale de Coupe d'Europe et a disputé 2 finales de Coupe d'Europe consécutives. Je rappellerai juste à Zlatan Ibrahimovic qu'il n'a disputé qu'une seule demi-finale de Coupe d'Europe de sa vie. Dans sa carrière, c'était avec le Barça en 2010 quand il a été éliminé par l'Inter de Mourinho. Donc oui, on arrive à la fin d'un cycle, Maxwell qui est également en fin de contrat, donc il va y avoir beaucoup de joueurs remplacés et j'espère que cette fois le Paris Saint-Germain ne se trompera pas parce que la marche, maintenant ils ont compris que la politique du chéquier ne suffisait pas, elle ne suffit pas face à Manchester City qui appartient au fonds souverain d'Abu Dhabi, ça ne suffit pas face aux très grands clubs européens, face au top 8, ça ne suffit pas, donc maintenant il faut vraiment construire une équipe avec des joueurs qui soient complémentaires. Et tiens, il y a une réaction de François, elle est pas mal, cette réaction de François, qui me dit, la dernière fois que Laurent Blanc a testé le 3-5-2, c'était avec l'équipe de France, et ça effectivement, ça s'était pas du tout bien passé, Donc, comme quoi, quand on essaye des trucs comme ça, de ce genre de trucs, il a déjà testé, il réessaye une nouvelle fois, ça n'a pas fonctionné. À mon avis, la troisième fois, il va pas réessayer Lolo, je ne pense pas, à mon avis. Antoine, on va complètement changer de chapitre également. On va parler forcément d'un joueur. Oh là là, un joueur que tu aimes beaucoup. Forcément, il n'ira pas à l'Euro 2016. Spécial équipe de France. Karim Benzema n'ira pas, eh ben oui, en équipe de France. D'ailleurs, il est en ligne. Et voilà, il est en ligne. Allô, Karim Benzema avec Antoine Griezmann. Bon, moi j'assume toutes mes positions, vous me connaissez. Bon, on te connaît trop, Antoine, on te connaît trop. Tu aimes Karim Benzema, c'est un grand ami, vous avez mangé hier. Non, mais attendez, voilà, professionnellement et sur le plan footballistique, voilà, c'est un très bon joueur. Oui, il y a pas de débat là-dessus. Après, on va parler de l'humain. Le nombre d'histoires racontées à propos de Karim Benzema et de l'entourage de Karim Benzema, je pourrais en écrire un livre. D'ailleurs, il y a des ouvrages qui sont sortis dernièrement sur Karim Benzema et un entourage assez nauséabond, il faut le dire. Des histoires, je peux vous en raconter 10 000. Le joueur a réalisé des choses de qualité avec le Real, à nuancer parce qu'il évolue dans une équipe exceptionnelle, avec à côté de lui un joueur qui marque plus de 50 buts par saison en moyenne sur les 4 ou 5 dernières années. On sait très bien que Cristiano Ronaldo s'entend très bien avec Benzema parce que le Français ne lui fait pas d'ombre. Dans le vestiaire du Real, pour avoir écrit un ouvrage sur Cristiano Ronaldo, le Portugais n'aurait jamais accepté un attaquant de pointe avec trop de charisme, par exemple un Zlatan Ibrahimovic ou un joueur qui occupe une place trop importante dans le vestiaire. Donc il y a cette complémentarité entre Benzema et Ronaldo. Le Français réalise une très bonne saison avec le Real Madrid. Il fait évidemment partie, s'il n'y avait pas eu cette affaire Valbuena-Benzema, il aurait été à l'Euro. Mais le football, ce n'est pas que du jeu, c'est également de l'humain. Et il y a des faisceaux de présomption beaucoup trop importants, même si j'entends les avocats de Benzema hurler, d'ailleurs ils occupent une place médiatique très importante, hurler au respect de la présomption d'innocence. Oui, on respecte la présomption d'innocence en France, mais il y a des faisceaux de présomption qui sont quand même très importants à propos de la culpabilité de Karim Benzema, et notamment à travers ce qu'on a pu lire concernant les écoutes et les PV d'audition relayés par des journalistes du Monde concernant l'audition de Benzema devant la juge d'instruction. Oui, puis on se demande comment un joueur
avec une telle aura du côté du Real Madrid, en équipe de France, peut se retrouver impliqué quand même dans de telles histoires. C'est hallucinant. Parce qu'il n'a pas coupé avec son environnement. Il n'a pas coupé, c'est le problème de certains joueurs, comme c'est le cas de Serge Aurier également. Ils ont beaucoup de mal à couper avec leur quartier, le quartier où ils ont grandi, leur fréquentation. Il y en a qui arrivent parfaitement et ils savent qu'ils doivent s'en éloigner parce que ce sont des fréquentations qui posent problème derrière. Et puis d'autres qui n'y arrivent pas. Et voilà ce que ça donne. Vous avez un joueur du Paris Saint-Germain qui insulte son entraîneur parce qu'il n'a pas compris qu'il était sur un site ou sur une application qui touche à Karim Benzema qui lui n'est pas capable de couper avec l'un de ses amis d'enfance qui a été condamné un nombre incalculable de fois, et je parle pas de vol de pain de pain au chocolat à la boulangerie, je parle d'affaires très très graves quand même concernant cet ami d'enfance. Donc oui, au bout d'un moment il faut aussi avoir une éthique, une morale, et à l'arrivée cette solution qui a été privilégiée par Didier Deschamps et Noël Le Graët. Pour quelle raison est-ce que se retrouve sur la table? Tout simplement parce que Griezmann, parce que Payet, parce que Martial, parce que les attaquants de l'équipe de France, les milieux offensifs de l'équipe de France ont été particulièrement bons lors des 2 derniers matchs amicaux. Et ça joue aussi énormément. Mais après, moi, je peux vous dire, pour avoir des infos, que Valbuena, il y a de grandes chances qu'il ne soit pas à l'Euro. De toute façon, sur le plan sportif, il ne joue plus à Lyon. Mais à côté de ça, Deschamps ne veut pas d'un vestiaire divisé entre pro-Valbuena et pro-Benzema. Il ne veut surtout pas de joueurs qui déstabilisent sa vie de vestiaire, parce qu'ils vont vivre pendant un mois et demi ensemble. Et donc, il y a un état d'esprit irréprochable à avoir, et surtout un état d'esprit qui amène l'équipe de France le plus loin possible. C'est une décision très sage, en tout cas, de Didier Deschamps et toute la fédération. Non, il faut pas, Deschamps, il faut pas se tromper non plus concernant Didier Deschamps. C'est pas le monde des bisounours. Didier Deschamps, c'est un entraîneur qui sait comment gérer une équipe, et à la base, vous vous souvenez des déclarations de Deschamps et de Le Graët, qui a encore dit là aujourd'hui aux journalistes de l'équipe, si je ne me trompe pas, que Karim Benzema était un garçon très attachant. Alors très attachant, on ne doit pas avoir la même définition du mot attachant. J'espère que le jour, si jamais Karim Benzema est condamné dans cette affaire, je serais curieux de reposer la question à Noël Le Graët. Ils ont eu, et Le Graët et Deschamps, ils ont tout fait pour défendre Karim Benzema pendant toute cette affaire. Au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que cette polémique autour de la sextape pourrait leur revenir en boomerang pendant la compétition, en se disant aussi que certains journalistes pourraient sortir des révélations très fortes pendant la compétition et que ça pourrait complètement déstabiliser son groupe. Oui, peut-être que c'est quelqu'un aussi qui se laisse aussi influencer également, Karim Benzema, donc ça peut expliquer ça. Peut-être qu'il il a peut-être un côté attachant, mais voilà, sous l'influence peut-être de certaines personnes. Attendez, on parle de chantage, d'extorsion de fonds. Oui, bien sûr. Vous auriez aimé être à la place de Mathieu Valbuena dans cette affaire? Non, tout à fait. Non, c'est des choses très graves. C'est des choses très graves. C'est quand même assez grave. Allez, on termine avec ce petit, on va dire ce petit sujet plutôt sympa, Frédéric et puis Antoine. On va voir ce qu'en pense Antoine. Il y a un match important. Bon, c'est bien sûr vendredi pour le FC Sochaux-Montbéliard face au Stade Brestois, à domicile au Stade Bonal. Mais il y a un autre match mercredi. Et oui, le FCSM affronte l'Olympique de Marseille en Coupe de France. Antoine, tu en penses quoi de cette rencontre? Est-ce que ça peut passer pour Sochaux? On sait que Marseille est pas bien en ce moment, le club est à vendre. Mitchell a été, il veut pas partir, donc voilà, il a mis les griffes. Il demande 2,5 millions. Voilà, il demande 2,5 millions pour partir, donc je pense qu'il a mis les griffes sur il y a ce des banc. contrats, il y a des contrats. C'est la loi, donc forcément, il va pas s'en aller de lui-même. Il y en a qui le font, pas lui. Il respecte, il respecte le contrat, c'est qu'à de le dire. Je pense qu'on le ferait un peu tous, à mon avis, vu la somme qu'il y a, c'est pas 200 000. Antoine, simplement par rapport à tout ça, tu penses que ça peut passer pour le FCSM tout de même d'Albert Cartier? C'est un match entre deux grands clubs, deux clubs historiques du foot français, mais deux malades à leur manière. L'OM est bon à prendre en ce moment. L'OM est très très bon à prendre actuellement. Après, Marseille est un peu plus à l'aise à l'extérieur, et encore, ça reste à démontrer sur les derniers matchs. Mais Marseille est ancré. Je sais que du côté de Sochaux, ça va pas fort non plus, même si les résultats sont un peu meilleurs depuis quelques semaines. Il y a une fragilité défensive qui est béante du côté de l'OM, et puis surtout des joueurs aujourd'hui qui ne pensent qu'à une chose, c'est partir. Ils pensent désormais à la saison prochaine et savoir où ils évolueront, parce que le contexte est devenu irrespirable du côté de l'Olympique de Marseille. Donc oui, à Sochaux, avec un Bonal qui sera évidemment plein, il y a l'occasion de passer un cap
et d'être en finale, ce qui sera aussi inespéré pour votre club de cœur, avant de jouer le Paris Saint-Germain en finale, parce que malgré tout Paris sera en finale et ce sera une belle fête pour les supporters sochaliens, mais une finale Paris-Sochaux, ouais, ce sera une belle affiche entre deux historiques du foot français. Il y a déjà cette étape à franchir la semaine prochaine. Mais jouer tout sur Rolando et Rekik, parce qu'Nkoulou, si je me trompe pas, sera suspendu. Ils sont suspendus. Par contre, avant de dire que c'est Paris, il y a Lorient quand même. Il y a le match de Lorient. Mais je comprends, mais on sait jamais. On sait jamais, attends. Laurent Blanc, il va avoir à cœur de remobiliser ses joueurs et son vestiaire, parce que je peux vous dire que si Paris est éliminé à Lorient, je suis pas sûr que Laurent Blanc finisse la saison. Si jamais ça tourne mal en finale de Coupe de la Ligue sur un match face à Lille qui est bien en ce moment, et si jamais Paris est éliminé à Lorient, je peux vous dire que Blanc là il va avoir à cœur de remobiliser ses joueurs rien que pour sauver sa peau, et il le sait pertinemment. Donc non, Paris sera en finale de Coupe de France face à qui? Est-ce qu'on aura un Classico, un PSG-OM, ou bien Paris Saint-Germain-Sochaux? Je vous le souhaite, parce qu'on est sur Radio Shalom Besançon. Bon, on l'espère. En tous les cas, on verra si les Sochaliens ont créé cet exploit. C'est la bête noire en plus. On va déjà s'occuper du maintien déjà. Ouais, on s'occupe du maintien, puis après on verra mercredi. Voilà. Mais on rappelle, c'est la bête noire. L'Olympique de Marseille, Marseille n'aime pas jouer le FCSM. À chaque fois, il s'incline. Donc on verra si bis repetita. On verra. Ils ont souvent perdu contre nous. Effectivement, avec des petits buts à 1-0 en fin de rencontre, ou alors des gros matchs incroyables, 2-1, etc. Et en finale en 2007. Exactement. Donc on verra si la Coupe de France va une nouvelle fois porter chance aux Sochaliens, puis arriver en finale. Bon, après en finale, c'est que la cerise sur le gâteau, c'est ce petit gâteau, la petite cerise pour pouvoir, oui, non mais Frédéric, tu rigoles, non? Et qui c'est? Gagner la Coupe de France? N'importe quoi, Frédéric. Alors là, c'est ça qui est magique dans le football. Alors là, si Antoine, si Sochaux gagne la Coupe de France, Laurent Blanc peut faire ses valises. Il y a un pied à Besançon, quoi. Exactement. Et t'emmènes avec toi le coach de Brest, Alex Dupont, parce qu'il vit en vélo, lui. C'est ce qu'il nous a dit. Auxerre avait fait un bon match la saison dernière. Même s'ils avaient perdu à la fin, mais ils avaient quand même fait un Rappelle-toi, Frédéric, on était au Stade de France, on avait commenté la Gambardella face à l'Olympique Lyonnais, victoire des Lyonceaux, des jeunes Lyonceaux 2-0. Effectivement, Frédéric, tu le dis si bien. Et on les a déjà battus à Bonal. Et Paris. c'est vrai que l'équipe de Paris n'était pas. Ils avaient battu 3-2. Mon Dieu, Frédéric, imagine-toi. Avec Mathieu Péberns qui était au marquage de Ibrahimovic. Et oui. il n'avait pas touché beaucoup de ballons ce matin. Non. Il avait été très bien pris. Et il y avait encore Cédric Bakambu, qu'on connaît bien. Qui fait est du maintenant bien. Du côté de Villarreal et qui fait du bien. But sur but. Exactement. Antoine Greenbaum, on rappelle l'ouvrage coécrit avec Stéphane Bitton, Les secrets du mercato, c'est aux éditions Solar. Merci à toi, mon cher Antoine. Puis à très bientôt sur Radio Shalom Besançon. Forcément, c'est un plaisir de t'y accueillir. Merci à vous. Toujours un plaisir d'être avec vous. Avec grand plaisir, Antoine. Salutations et bonne soirée. Ouais, vous aussi. Allez, salut Antoine, merci. Eh ben voilà, mon cher Frédéric Chevassu, l'émission va bientôt toucher à sa fin. Par contre, on va quand même continuer à donner les dernières infos du FCSM, parce qu'on a quand même des infos, on les a pas préparées pour rien. Avec notamment l'arbitre. Ben oui, forcément, il y a un arbitre pour le FC Sochaux Montbéliard. Forcément, c'est Olivier Thual qui va arbitrer ce match de la 34e journée. Il en restera donc 4. 34e journée de Ligue 2 entre le FCSM et le Stade Brestois. L'arbitre de la Ligue d'Aquitaine est âgé de 39 ans. Il sera assisté de Gilles Lang et de Cyril Munier. Alors, Monsieur Thual a dirigé 2 matchs des 2 équipes cette saison. Les matchs du FCSM qu'il a dirigé cette saison, Frédéric. Est-ce que tu as cette info? Oui. Alors, moi, la 9e journée de Ligue 2. pas le bon arbitre. C'est pas grave. Ah, t'avais un... Non, mais je pense qu'il faut faire... rester sur Stade Lavallois FCSM. Sérieux? Oui. Magnifique. En fait, il reprend des vieilles fiches qui datent, tu sais. Alors, c'était quel match, celui-là? C'était celui de 1927. Magnifique. C'est de la semaine dernière, sur le Stade Lavallois. Excellent, Frédéric. Allez, la 9e journée. Après, si l'arbitre veut bien revenir arbitrer. Ouais, y a pas de souci, il doit apporter chance. La 9e journée de Ligue 2, RC Lens FCSM. Là, c'était moins drôle. 1-0 pour le Racing Club de Lens, avec la fameuse gagade d'Olivier Werner sur une sortie aérienne peu académique. La 26e journée de Ligue 2, c'était face à Dijon. Là, c'était beaucoup mieux. Sochaux était en grande forme après avoir éliminé, c'était, il me semble, les Nantais ou Monaco. Je sais plus si c'était soit Monaco, soit Nantes. Il y avait eu 2-2. Je crois que c'était, Frédéric, Monaco ou c'était Nantes, où on a fait 2-2 à Dijon.
De 2 à Dijon, Oui. c'était après Monaco. Après Monaco, voilà, c'est bien ça, c'était bien Monaco, j'étais bien sur ma première intention. Les matchs du FCSM qu'il a dirigé, c'était en 2013-2014, effectivement, c'était en Ligue 1. Le FCSM face à Monaco, c'était la première d'Hervé Renard, ça avait donné 2 buts partout. La 18e journée, ça s'était pas très bien passé pour les hommes d'Hervé Renard, ça avait fait 1-0 pour l'OGC Nice. Et puis la 23e journée, là c'était bon, but de Stopila Sunzu pour les Sochaliens face aux Nantais, c'était son premier but en Ligue 1 avec le FCSM et en Ligue 1 également. C'était la 23e journée, donc face à cette équipe nantaise. Toujours, qui était toujours sous la houlette d'un certain Michel Derzakarian qui devrait quitter les Canaries en fin de saison. Et on parle de Gourcuff pour le remplacer. Exactement, également. Frédéric, bonne info. Révocation de sursis pour Adi Sako. Frédéric Adi Sako expulsé à la fin de la rencontre disputée sur la pelouse de Dijon, avait été sanctionné par la commission de discipline de la LFP de 3 rencontres de suspension, dont une avec sursis. L'attaquant socialien a purgé ses 2 matchs fermes avant d'être sanctionné d'un avertissement face au Stade Lavallois. Crac, fallait pas qu'il prenne cet avertissement. 2 matchs sans avertissement, le 3e. Et voilà peut-être aussi pourquoi les non-titularisations, peut-être aussi, c'est un tout. Albert Cartier est un malin, mais pas assez malin malheureusement, puisque il a écopé de son avertissement. C'était le 3e match et donc il ne sera pas à l'occasion de la demi-finale de Coupe de France face à l'Olympique de Marseille. Pro d'un jour était mardi à Valentinier. Frédéric, est-ce que tu as cette info ou pas? Oui, tu l'as. Parle-nous de ce Pro d'un jour, c'est pas mal. Sochaux a très souvent mis cette initiative. Voilà, merci. C'est le mot que je trouvais, initiative à l'œuvre, donc on t'écoute. Bah oui, c'est vrai que vous savez tous que c'est les vacances oui. pour les écoliers et tout le monde. Donc, sont organisées plutôt 5 sessions de pro d'un jour. Ce sont des jeunes du pays de Montbéliard qui vont recevoir la visite de joueurs professionnels sochaliens. Alors, il y a déjà eu un premier rendez-vous, c'était à Grand Charmont ce lundi avec Florian Martin et Pierre Gibaud. C'était au stade des Longines de Valentinier qui a accueilli pro d'un jour ce mardi. Alors, Sofiane Dahan et Marco Ilama Aritra ont animé un entraînement avec la 50aine d'enfants présents. Et ensuite, il y a eu une séance de dédicace qui était au programme. Allez, on parle aussi d'une autre initiative, et elle est pas mal, la Fondation Arc-en-Ciel à l'honneur avant FCSM Stade Brestois, Frédéric. Bah oui, la Fondation Arc-en-Ciel, qui est gestionnaire d'établissements de santé en Franche-Comté, elle accompagne plus de 100 adolescents déficients intellectuels au sein de son établissement, l'Institut médico-éducatif Père Drizet à Giromagny, c'est dans le territoire de Belfort. Alors ces jeunes participent plutôt activement à de nombreuses compétitions sportives adaptées et son équipe de football a même terminé vice-championne de France de futsal adapté, c'était en décembre 2015 du côté de Bourges. Donc elle va disputer les 14 et 15 mai prochains le tournoi européen des handi supporters à Saint-Étienne. Alors les joueurs de l'ACIMEG, la CIMEG, donc l'association sportive et culturelle de l'IME de Giromagny, seront représentés ce 15 avril au Stade Bonal avant de donner le coup d'envoi de la 34e journée de Ligue 2. Alors la saison dernière, l'équipe de Maletière engagée en football adapté avait connu déjà cet honneur lors de la réception du Stade Lavallois dans le cadre des opérations Football People fiers de nos différences, pour dire oui à la diversité et de la semaine Phare Football People encouragée par l'UEFA. Alors la Fondation Arc-en-Ciel, qui est reconnue d'utilité publique et à but non lucratif, accompagne depuis plus de 30 ans toute personne fragilisée par la maladie, le grand âge ou le handicap en Franche-Comté. Allez Frédéric, on termine avec cette information et donnera rapidement le programme du championnat de France de Ligue 2 avec la 34e journée. Tirage au sort de l'Euro U19, le tirage au sort de la phase finale de l'Euro U19 2016 a été effectué mardi du côté de Stuttgart. Les Bleus ont été placés dans le groupe B avec la Croatie, les Pays-Bas et l'Angleterre. L'Allemagne, pays hôte de la compétition, croisera l'Italie, le Portugal et l'Autriche et ça sera dans le groupe A. Marcus Thuram, Jérôme Ongen et Jean de Fuchs ont évolué avec les U19 français ces derniers mois. Ongen 9 sélections et Thuram 7 sélections ont été retenus par Ludovic Batelli lors du tour d'élite disputé en mars dernier en Serbie. Jean de Fuchs avait quant à lui effectué sa première apparition lors du match amical, c'était face à l'Italie le 24 février dernier. La liste définitive des joueurs sélectionnés pour l'Euro 2016 sera communiquée quelques semaines avant la compétition. Et puis pour rappel, cette phase finale sera qualificative pour la Coupe du Monde U20 qui se disputera en Corée du Sud en 2017.
Le championnat de France de Ligue 2, Frédéric, le programme rapidement de la 34e journée. Vendredi, de nombreux matchs et notamment Clermont Foot de Famaradiédiou qui se déplace sur la pelouse de... Du stade du Hainaut, du côté de Valenciennes. L'AC Ajaccio qui va se déplacer sur la pelouse. Du stade Bollard, donc c'est à Lens. Effectivement, de l'hélice Bollard. Créteil qui va affronter l'équipe de... L'équipe de la JOCR au stade du Vauchel. Les Lavallois qui se sont inclinés sur leur pelouse face au FC Sochaux-Montbéliard jouent à nouveau dans son stade et cette fois-ci c'est face à... C'est face à un concurrent direct, Evian. Les Tourangeaux qui vont affronter l'équipe de Nîmes. Les Messins de Yeni Nbakoto qui se déplacent sur la pelouse de Bourg-Péronas. Et Red Star vendredi qui d'Aurélien Fèvre. Exactement Frédéric. Red Star qui va affronter l'équipe de Niort. Et puis samedi à 14h il y a un match, le samedi 16. L'équipe de Nancy se déplace face à ça va se jouer du côté du Havre. Gros match en perspective, les Havrais sont 3e avec 55 points et on rappelle que les Nancéens ont 62 points. Si Nancy gagne, elle va faire un pas aussi énorme en vue de la Ligue 1. Exactement Fredo. Avec lundi un match Dijon, le leader qui va affronter l'équipe du Paris FC qui marche bien en ce moment. Exactement, le premier face au 20e. Si le Paris FC venait incroyablement, voilà, effectivement, le dernier, si le dernier bat le premier, imaginez-vous, ils auraient 27, 28, 29 points, ils auraient 29 points, alors goal average, ils sont même mieux. Ça voudrait dire que si Créteil, si Créteil venait à s'incliner et Niort également, imaginez-vous. Voir Evian. Eh bien, tout serait encore possible pour cette équipe du Paris FC. Ils se verraient à 29 points, revenir à 30, 31, 32 à 3 points de la 17e place. Incroyable, tout peut encore se jouer. Le Paris FC n'est pas mort mathématiquement. On verra si mentalement ils y sont pas. Frédéric Choissu, grand merci à toi d'avoir encore participé à cette émission. On te retrouve grand plaisir lundi avec Yves Nachin que vous allez retrouver. C'est lui qui vous fera la présentation de cette émission. D'ailleurs, Yves Nachin, vous le retrouvez demain entre 14h et 15h pour votre émission Marque-Page. Vous le retrouvez également entre 18h et 19h30. Il vous accompagne avec ses plus grands tubes et sa bonne humeur. Merci Frédéric Choissu, merci à Alex Dupont d'avoir répondu présent. Merci Antoine Greenbaum d'avoir été avec nous, notre confrère de Sud Radio qui écrit un excellent ouvrage, une mercato, notamment dans sa globalité avec un autre auteur, et c'est aux éditions Solar que vous retrouvez cet ouvrage. Il n'a pas dit si Ronaldo il allait arriver au PSG. Non, c'est vrai, il ne l'a encore pas dit. C'est vrai qu'on aurait dû lui poser la question. Peut-être marqué dans le bouquin. Peut-être. Oui, peut-être. Non, pas dans celui-ci, mais dans l'autre. Orgueil, gloire et préjugés. Je me rappelle encore du titre, toujours aux éditions Solar d'ailleurs. Oui, je l'ai lu, donc je me rappelle bien. Effectivement, vous l'avez eu en cadeau. Pas dédicacé, Antoine, c'est pas bien. Frédéric Chercy, merci à toi bien sûr. On te retrouve lundi avec Yves Nachin. Moi je vous retrouve jeudi avec, je l'espère, un Socialien pour débriefer du match de l'Olympique de Marseille et s'intéresser au match de lundi face à l'AS Nancy-Lorraine. On espère aussi avoir un ancien. Ça devrait être une grosse émission. Excellente soirée et bien sûr pour vendredi, Frédéric Chevassu. Allez Sochaux.